Yo 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 les potes, j'espère que vous allez bien. Le grand retour, enfin. Je crois qu'on t'entend pas. Je sais pas si t'es muté. Moi je t'entends pas. Ouais, je t'entends un peu fort. Attends, je baisse. Voilà, c'est bon. Ok, bon bah désolé, on a eu des problèmes de son comme vous pouvez le voir, c'est la magie du direct. En tout cas, ouais, première émission depuis un petit moment tous les deux. Il paraît qu'on est finito en plus frérot, donc Ça sature pas mal. Je sais pas dans le chat si vous avez un son normal, juste dites-moi. le son est comment le mien? Saturé, normal, Dites-nous dans le chat. saturé de baiser. Ok, ah, je comprends pas. Bon, en tout cas, content de vous revoir les potes. Yo à ceux qui arrivent, yo à Adopt un Coin, Crypto GBL. Ça devrait aller mieux là, j'espère. Romain CVA. Ouais, là, c'est nickel comme son. A Parfait. priori, ça va. Vous Parfait. nous dites dans le chat, mais normalement, c'est bon. Normalement, le son de Capette est revenu. Allez, on attaque. Bon, il paraît, Picsou, qu'on est finito, le marché est finito, y a rien qui va. Voilà, ça baisse. On fait des vidéos sur Starknet, on nous dit qu'on ne parle pas de la tokenomics. On fait une vidéo sur DYDX, c'en est une autre. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Putain, sans déconner. Bah, le prix baisse, les gens ont pas le moral. Et en vrai, je les comprends. Le truc, c'est que vraiment, ça commence à être long. Hein. Ça commence à être long. Je vois, il y a des gens qui disent que ça les perturbe que j'ai une nouvelle PP sur X. Mais en fait, le truc, c'est que c'est l'ancienne, quoi. On est revenu aux origines. Et pour ceux qui se demandent aussi pourquoi j'ai pas la certif, c'est parce que j'ai changé de PP de photo de profil et du coup, Elle ça te revient l'enlève quelques en jours. fait directement. Mais je n'ai pas retiré mon abonnement à X Premium. Tout va bien, les gars. Il y a encore des sous pour payer ça. Du coup, quoi de neuf, Picsou? Parce qu'effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. Qu'est-ce que t'as fait de ton mois d'août? Bah écoute, j'ai été à Amsterdam, j'étais aux Pays-Bas récemment. Du coup, j'ai été gracieusement invité par une marque que je ne citerai pas pour l'instant, parce qu'il y a des choses qui restent encore en off, mais en tout cas, c'est un très 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 bel acteur de cet écosystème. Et j'espère pouvoir vous en dire plus assez rapidement. Mais du coup, ouais, j'ai été invité à Amsterdam là-bas pour le Grand Prix des Pays-Bas. Et du coup, j'ai pas mal profité. Bel hôtel. J'ai rencontré pas mal de gens du CTUS. Ouais. Pas mal de grosses têtes d'affiche du CTUS que certains peuvent connaître ici. J'ai rencontré Romano. Oui, le fameux. Le Romano. fameux OG, Le bouffeur OG de cul, Twitter. faut le dire. Hein. Exactement. J'ai rencontré Trading Lord, Aladdin, j'ai rencontré Runner XBT, Delta XBT. Ah oui, des OG quoi. J'ai Ok. rencontré pas mal de gens et du coup c'était vraiment cool. Et puis on a eu le Grand Prix donc c'était sympa. Et sinon, bah écoute là, ce mois-ci, j'ai fait quelques interviews qui ont plutôt bien marché, c'était vraiment sympa. Là j'essaie d'un peu de me refocus pour la reprise parce que du coup là il y a septembre, enfin je pense que les gens vont se remobiliser un petit peu Je pense aussi. davantage. Je pense que le marché va aussi rebouger, etc. Donc j'essaie de préparer un petit peu tout ça. Mais sinon en ce moment, on va pas se mentir, c'est vraiment le désintérêt le plus total. Je pense que historiquement, des consolidations aussi longues et une période de marché aussi dégueulasse, aussi chiante, ça me rappelle un petit peu, je sais pas si tu te souviens de BTC quand on était au-dessus des 6K en 2018, où on avait une consolidation Non, je m'en où souviens on faisait que des sommets de plus en plus bas, mais on restait sur les 6 000 $ avant de pousser sous les 3 000. Ça, c'était vraiment éternel. Donc ouais, non, là vraiment, on se fait chier. Je pense qu'on C'est a atteint violent. des niveaux qui sont cataclysmiques. Et forcément, vu qu'on se fait chier et que en plus, en prime, le prix ne réagit pas forcément, voire baisse, bah, en fait, tu remets en question tes convictions. Tu te Bah, dis, bien sûr. est-ce que je suis toujours bien en étant exposé au marché crypto? Est-ce que j'ai sélectionné les bonnes? Est-ce que je prépare convenablement une potentielle reprise? Ou est-ce que le S&P est topiche, le dollar est bottomish et du coup et potentiellement baisse des taux et récession ou en tout cas genre correction des risk on, etc. Donc c'est un peu la période où nos convictions sont mises à rude épreuve et je pense Et que c'est pas la normal. première fois. C'est pas la première fois et surtout c'est normal à mon sens parce que c'est important quand même de se préparer au pire. C'est-à-dire que tu peux avoir une vision long terme, moyen terme, avoir des convictions, etc. Mais tu dois pas non plus fermer les yeux. Par exemple, c'est pas du tout le cas, tu vois. C'est pas du tout le cas. Mais imagine, tu as une conviction long terme de malade sur une crypto et elle revisite ses plus bas historiques, voire enfin de ce cycle, tu vois, où elle perd un petit peu de momentum sur sa dynamique long terme. Ça peut être inquiétant. Et on n'en est pas du tout là sur BTC, Ether, Solana, etc. Mais
parfois tu peux te poser la question de est-ce que tu es sur le bon actif, est-ce que tu choisis le bon, est-ce que c'est toujours intéressant de se positionner sur les altcoins, est-ce que c'est une période qui est propice pour se préparer à la suite du cycle, ou est-ce que c'est... Tu vois, toutes ces questions. Et du coup, moi, ça m'a amené à revisiter un petit peu l'exposition que j'avais au marché et ce qu'il y a dans mon folio. Du coup, de toute façon, je vous en avais parlé, mais moi, j'étais globalement de $20 à $175 sur Solana. J'étais Solana maximaliste. Et après, j'ai shift, enfin, j'ai passé pas mal en Ether. Et ensuite, Ether, j'ai coupé vers $2700, 2650, 2700. Et là, par défaut, personnellement, je me suis mis dans BTC. Mais j'ai tout de même, tu vois, des convictions dans le marché. J'ai des convictions dans Ethereum, potentiellement Solana, etc. Mais je suis un peu dans cette position où, voilà, je prends un peu de recul. Je me dis, dans une période d'incertitude, je préfère être par défaut exposé au marché si je dois l'être via BTC. Ouais. Et si je dois me préparer au pire, au moins, tu vois, je baisse un peu la volatilité que j'ai sur mon folio avec BTC, même si on peut avoir des choses assez violentes. Donc moi, ça a été ma façon de faire. Et puis maintenant, j'essaye. En fait, l'enjeu pour moi, spécifiquement, je pense que c'est l'enjeu un peu de tout le monde, hein, mais c'est d'estimer un petit peu à quel moment ça va être intéressant de presser la gâchette pour reprendre plus d'exposition sur le marché, ou se leverager, ou enfin, tu vois, ce genre de choses, ou se diversifier. Et ça, on va en parler dans cette émission d'aujourd'hui. On va justement parler un petit peu des points clés, des niveaux clés qui me semblent assez intéressants pour redevenir davantage optimiste. Mais voilà, en tout cas, c'est clair que ce marché met nos convictions à rude épreuve. Et puis, t'as vu Pump.Fun qui a fait 100 millions de revenus au total là, depuis le début. Ouais, je trouve ça... J'en ai fait un tweet, j'ai dit que... je sais pas si tu l'as vu passer. En gros, je disais que si BTC, Ether et Solana étaient allés bien plus haut que jusqu'à maintenant, tu vois, imaginons tu as un BTC qui est à 120, 130 000, tu vois, un Ether, je sais pas, à 6, 7 000. Et tu as un Pump.Fun qui fait 100 millions de revenus en aussi peu de temps avec genre beaucoup de gens qui se mettent dans les meme coins, etc. Est-ce que si c'était ce contexte-là, est-ce qu'on considérait pas ça comme un top signal? Alors, déjà, c'est une bonne question. La réponse est que je pense que oui. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu vois, on disait, bon, les meme coins, c'est rigolo, c'est bien, il en faut et tout. Mais tu vois, ça a été un peu comme les NFT avant, ou les airdrops avant. C'est qu'il y a un truc qui marche, et ce marché a toujours la tendance à vraiment essorer les gens jusqu'à l'os, tu vois, d'un truc. Et là, ils les ont essorés de meme coin. Et est-ce que c'est la fin des meme coins? Je sais pas. C'est toujours pareil. Tu vois, il y avait pas mal de gens dans le CT qui parlaient un petit peu de Pump.Fun et des meme coins comme un peu une trend qu'on a pu voir avec les NFT. Et je pense que c'est totalement comparable. C'est-à-dire que tu auras toujours en soi des meme coins, mais je crois que le son sature encore plus. Ouais, là, c'est mieux. Quoi? C'est mieux. Ouais. C'est mieux. Okay. Et du coup, tu vois, j'ai l'impression qu'on a eu peut-être trop de meme coins et que ça peut se calmer un peu comme ça peut se calmer avec la hype des NFT. Alors après, avec la hype des NFT, ce qui s'est calmé, enfin ce qui a fait qu'on s'est calmé, c'est qu'il y avait juste moins de demande et que c'était pas liquide. En soi, les meme coins, est-ce que c'est si différent que ça? Et puis maintenant, tu as Justin Sun qui est en train de créer son Pump.Fun sur Tron, qui est en train de dire voilà, on va tout baiser, on va remplacer tous les meme coins, etc. Enfin, tout ce qui se fait en tout cas sur Solana, ou enfin, la chaîne Tron va être la maison des shitcoiners, quoi, plus ou moins. Et j'en suis à me demander si c'est pas... en tout cas, c'est un signal qui est assez intriguant. Et si Justin Sun n'était pas le roi des altcoins, finalement, avec un Tron qui surperforme Ether, je crois. Ouais. Et moi, enfin... Je le vois plus comme une trend PVP dans une consolidation où on se fait chier et on n'a rien d'autre à faire. Et du coup, je pense pas que c'est quelque chose qui va durer. Enfin, vraiment, ce qui se passe d'un point de vue Pump.Fun, Tron, etc., en fait, je vois mal ça durer éternellement, parce que genre, quand t'as une app qui genre extrait autant de revenus, ça te donne un peu l'impression que c'est les seuls gagnants. C'est-à-dire que dans les gagnants, globalement, t'as qui? T'as les gens qui te donnent les outils pour spéculer. Donc d'habitude, c'est les exchanges, les futures, tous ces trucs-là. Pour les noobs, je veux dire, enfin, c'est surtout là où ils se font casser la gueule. Là, pour les meme coins, du coup, c'est Photon et c'est Pump.Fun. Et sauf que c'est... Enfin, il n'y a rien d'intrinsèque. C'est-à-dire que quand tu vas trader les dérivés ou en spot sur un Binance, sur un Coinbase, etc., tu vas trader des actifs qui, tu l'espères, ont de la valeur, vont garder de la valeur. Sauf que là, c'est des trucs qui sont tellement éphémères que voilà, j'ai du mal à croire que ça va durer extrêmement longtemps. Bah, c'est comme les NFT avant. Et alors peut-être que je vais être aussi sceptique qu'au début des NFT, hein, mais vraiment, genre le move de Justin Sun, etc., moi j'ai du mal à croire que c'est quelque chose qui va durer, et c'est un truc
vraiment, moi, je me dis, mon capital, il est précieux. Surtout si on se met dans une perspective où le cycle de ce marché n'est pas terminé. Et du coup, j'ai pas envie de gâcher des munitions dans genre une sorte d'expérimentation où en fait, le peu de gagnants qu'il va y avoir, c'est des développeurs, des ruggers et les plateformes qui permettent de spéculer là-dessus. Alors évidemment, il y a des gagnants, hein, c'est comme au loto, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, etc. Mais moi, ça m'intéresse vraiment pas. Bah là, ce qui se passe, en fait, c'est que le pauvre retail, on lui donne rien à manger, quoi. Franchement, Quel il avait un retail peu à manger, c'est ça. Oui, mais le retail, on l'a foutu dehors, tu vois. Enfin, on est du retail en soi, mais on est du retail Oui. natif, quoi. Plus. Mais, on est du retail plus parce qu'on a un média, on a de la bouteille. Non, mais nous, on est natif. C'est-à-dire qu'on vient de la crypto aussi. Enfin, ça fait un moment qu'on est dedans, quoi. On est moins mais des... tu vois, aujourd'hui, on a des opportunités de bosser avec des projets, de rentrer en pré-sale sur certains projets, etc. On est retail plus. Ouais. Mais là, c'est chaud. C'est chaud. Mais on en revient toujours au même. C'est que ce qui plaît aux gens, c'est spéculer sur un truc qui va venir. Je vais reprendre les termes de Sam de JDC que j'ai eu l'autre jour en live, tu vois. C'est que cycle de 2017, tu as une promesse sur papier, tu as un site web, tu as un white paper et tu investis sur un truc qui va arriver. Cycle de 2021, tu as un début d'application, tu as un début de blockchain et tu spécules sur le fait que ça va scaler, qu'il va y avoir du mass market, etc. etc. Et puis là, tu es en mode... Airdrop et Memecoin. Ouais, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu es en mode on a fait quoi après tout ce temps ? On a avancé techniquement, on a avancé et tout. En termes d'expérience utilisateur, il y a eu quand même des avancées. Mais ça reste complètement inutile dans le commun des mortels dans les 99% des cas. Mais de toute façon, on en parlait. En fait, genre, c'est toujours une balance entre, genre, plus t'es investi dans les cryptos, plus t'es dedans, plus tu vois tous les défauts. Et donc, plus tu te dis qu'il y a plein de trucs, c'est de la merde. Et puis, tu sais, tu faisais ton live avec Samy et tu prenais du recul un peu sur certaines choses. Et on parlait des performances sur Ethereum et de l'infra en général en crypto. En vrai, l'infra qu'on a maintenant en crypto, voilà, on l'a pas retesté non plus avec des énormes stress tests comme on a pu voir, je pense, en 2021. Enfin, j'ai du mal à... Enfin, je sais pas 2021, si niveau activité, c'était fou. Mais tu vois, Solana, ça a l'air beaucoup plus robuste, c'est moins down, ça a l'air plus efficient. Ethereum, en soi, on est passé de cette vision Layer 1 à cette vision Layer 1 avec des L2 et on a une perf qui augmente et tout. Donc... en fait, aujourd'hui, l'infra, j'ai l'impression que c'est plus vraiment le problème parce que, certes, on n'a pas des performances qui sont aussi satisfaisantes par rapport à nos espoirs, nos attentes. Mais si tu regardes par rapport à un Mastercard, un Visa, etc., si tu es dans ce prisme paiement, etc., maintenant, en vrai, tu as tout ce qu'il faut. Enfin, ouais, mais tu genre, vois... sur Solana, sur l'écosystème Ethereum et avec tout ce qui se fait, etc., tu as ce qu'il faut. Donc maintenant, la question, c'est vraiment, genre, qu'est-ce qu'on va build d'utile ? Et c'est pour ça que on a un peu en ce moment genre un retour aux bases avec un AV qui commence à reprendre de l'intérêt, etc. Alors ça, par contre, c'est une narrative... on n'a jamais perdu d'intérêt en réalité. Bah sur le token, tu vois. Je veux dire, plus d'un point de vue spéculation. Et c'est pour ça qu'en vrai, c'est une narrative qui est sexy. Enfin, tout ce qui... correspond à des protocoles qui sont assez matures, qui génèrent vraiment du revenu ou qui en partagent avec leurs users. Mais en soi, je suis pas sûr que ce soit la narrative que le marché adopte, tout simplement parce que c'est toujours dans ce marché, voilà. Bah écoute, c'est trop rationnel, quoi. Moi, je me suis permis de mettre le message de Crypto GBL à l'écran, on a agressé avec les L2, c'est quelque chose que je vois beaucoup là, ces temps-ci. Le sujet, c'est quoi ? C'est que Ethereum a choisi de scaler avec des L2, des roll-ups, ce genre de choses, mais qu'en fait, l'argument, ça a été de dire pendant longtemps, Ethereum, c'est la décentralisation à outrance, à l'époque avec le Proof of Work, et puis après, pour beaucoup, on a régressé en passage en Proof of Stake, et puis là, on se retrouve avec des roll-ups où... Proof of Stake était déjà dans le white paper, déjà, de ce qu'on disait. Oui, c'est possible, ça. Ensuite, tu as dans la vision. Ces roll-ups qui ont des séquenceurs unique, centralisé, où t'as qu'un petit communauté très réduit pour les optimistic roll-up qui peuvent contester des transactions et donc jouer contre la lutte, lutter contre la censure, etc. Donc en fait, d'un point de vue idéologique, on a complètement régressé. Donc oui, on a scalé d'un côté, mais à quel prix, tu vois ? Et je pense que... Pourquoi tu dis régresser ? Je comprends pas parce exactement. Parce que quand c'était arguments. tout au niveau du L1, quand c'était Ether... bah t'as un grand set de validateurs. Sauf qu'aujourd'hui, tu places ta confiance dans un roll-up. C'est-à-dire que si le roll-up il tombe en panne, bah les fois ils sont bloqués. En fait, t'as des éléments centralisés qui se basent sur quelque chose de décentralisé, c'est ça que tu veux dire. Genre les L2 globalement, c'est plus... Enfin, ce que tu veux dire, c'est que les L2 sont relativement centralisés, mais eux-mêmes se basent sur un écosystème Ethereum qui est... Enfin, sur un L1 qui est relativement décentralisé, ce qui fait que la finalité...
c'est que on est moins centralisé que ce qu'on espérait, mais est-ce que c'est pas à quoi on devait s'attendre avec cette vision initiale, tu vois, parce que... Alors, regarde, je te coupe. C'est toujours comme d'hab. Plus tard, ça va s'améliorer. Il y aura des séquenceurs décentralisés, ou alors on va forcer les based roll-up, où ce sera des sets de validateurs du L1 qui vont s'occuper du L2, machin. Mais à l'instant T, tu vois, on a régressé. Pendant combien de temps ? D'un point de vue décentralisation. Ouais, d'un point de vue décentralisation, résistance à la censure, etc. Et du coup, c'est un truc, tu vas le voir passer sur Twitter de plus en plus dans les jours qui vont arriver, parce que t'as des gars de Solana d'un côté, t'as des gens de Multivertix, t'as des gens peut-être d'Avalanche, etc. T'as plein de gens qui sont anti-L2, l'état actuel des L2. Combien de temps ça va durer cette affaire ? Et en fait, pourquoi c'est intéressant ? Parce que pendant très longtemps, les ETH Maxi, une portion des ETH Maxi, ont chié totalement sur d'autres Layer 1 et ferment complètement les yeux sur ce qui se passe actuellement sur l'écosystème des L2. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça le débat, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que c'est juste pas parce que le prix dump et que du coup les gens s'approprient le truc, et tu vois, je vois des remarques sur Vitalik qui vend ses cryptos, etc. Tu vois, même avec le média, avec une académie, on a relayé genre quand Vitalik bouge des fonds, etc. Sachez que déjà dans la news, comment nous on le présente, c'est juste factuel. Il n'y a pas d'interprétation genre dans le tweet ou quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'il faut relativiser. Quand tu as 600 ou 700 millions de dollars d'Ether et que tu en vends 500 000 pour genre soutenir une œuvre de charité, bon voilà, en fait c'est pas pertinent, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de drastique. Et puis même, je pense que la réflexion derrière, c'est vraiment genre, est-ce qu'on capitalise assez sur le token ETH ? Est-ce qu'on n'est pas en train de finir un peu comme une atome, en vrai ? Parce que tu pourrais comparer genre les AppChain, ce qui se passe du côté du Cosmos Hub, donc genre avec toutes les chaînes qu'il y a, à ce qui se passe avec Ethereum et les L2. Et c'est-à-dire qu'en soi, Ethereum a une vision qui est très proche en soi du Cosmos Hub, non ? Alors, se rapproche de plus en plus à ce qui se fait sur J'aime bien Cosmos Hub. l'analogie, c'est différent, mais j'aime bien l'analogie. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avant, les gens... Je réfléchis à voix haute. Avant, les gens se plaignaient que c'était trop cher. Mais en fait, faut voir que c'était trop cher. Tu faisais manger les mineurs. Donc, en fait, c'est quand même un cercle vertueux parce que tu participes à la sécurité. Aujourd'hui, Ether, c'est pas cher. Je ne connais pas du tout le niveau de rentabilité pour les validateurs. Et sur les roll-ups, c'est absolument pas cher. Et tu as des roll-ups qui, visiblement, dans le cas d'Optimism et d'autres, mangent. Tu vois. Mais du coup, là, c'est pareil. Est-ce qu'on n'est pas en train de régresser ? Et je me permets de dire ça à voix haute, mais comme tu l'as très bien dit juste avant, là, on fait le constat parce que les prix ils ont baissé et que tout le monde est colérique. Et en fait, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver, tu vois. Et comment on peut s'améliorer. Et voilà. Et j'ai vu, oui, effectivement. Ouais. En parlant d'Atom, attends, dans le chat, on me dit est-ce que tu as vu Capet une histoire comme quoi il y aurait une fusion entre Atom et Osmosis. J'en ai entendu parler, ouais, mais pas plus que ça. En mode, tu vois, au final, Osmosis, c'est l'Atom, le vrai, entre parenthèses. C'est là où il y a l'activité. Et... En fait, le débat sur Ether, c'est est-ce que les L2, c'est pas juste un moyen de cannibaliser ce qui se produit sur l'écosystème Ethereum, et en fait, tu pars d'un truc... avec une fondation, puis qui s'est totalement décentralisé, un truc bien distribué et tout, à un truc où en fait, en soi, tu as des entreprises, des labs, etc., qui sont des entités centralisées, qui ont dit, bah, on prend cette initiative sur Ethereum avec notre L2, mais au final, ils lancent leur token, au final, genre, il y a des trucs que tu payes avec leur token, au final, c'est eux qui récupèrent toute l'activité, et donc la partie économique qui s'en dégage, et donc, en fait, tu te demandes si, enfin, tu vois, est-ce que les L2 ont pas trop de liberté, tu vois, d'une certaine manière. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'il faudrait pas remettre en question comment c'est fait économiquement ? Je suis d'accord avec toi. C'est comme tu dis, on régresse en termes de décentralisation, on s'améliore en termes de scaling, mais par contre, au niveau des intérêts, on pourrait considérer qu'on n'est pas aligné de par le fait que les L2, ils mangent, et c'est normal qu'ils mangent, mais ils redistribuent pas ce qu'ils mangent. Et aussi, ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que plus Ethereum se développe, plus ça devient efficient, plus c'est bien ficelé. En fait, plus tu réduis les coûts, en fait. Notamment les coûts que les L2 vont payer pour settle sur le L1, etc. On a vu aussi toutes les histoires avec la data availability, les blobs, etc. Et en fait, on se rend compte que tout marche mieux, tout est moins cher. Mais du coup, vu que ça permet moins au token Ethereum ETH de capturer de la valeur, du coup, les gens se plaignent. Donc en fait, tu as un peu
une sorte de débat entre genre la performance en soi qui est qui est vraiment meilleure qu'auparavant, et en soi les gens qui au final se placent sur ETH parce que c'est des spéculateurs quoi, au-delà même de l'écosystème. Donc enfin, je sais pas si c'est confus pour vous les gars, mais je pense que vous voyez un petit peu genre ce dans quoi on navigue. Bah, et c'est pour c'est ça de la que remise en question de bear market, quoi. et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui apprécient Solana, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent que est-ce que Solana finira pas par arriver à un niveau de décentralisation similaire à Ethereum sans avoir les inconvénients avec la cannibalisation via les L2. Ouais. Bah écoute, moi, on en parlera dans cette émission juste après, c'est ce que je suis en train de regarder en ce moment. Parce que Solana, en l'état, vous connaissez mon biais, le but c'est pas de FUD Ether, vous le savez, je le répète quand même à chaque fois, c'est important. Solana, ce qui peut lui être reproché aujourd'hui, c'est la répartition des jetons chez les différents acteurs de l'écosystème. Parce qu'en fait, c'est ceux qui étaient là en très early, qui ont participé à la pre-sale ou qui est monté dans des validateurs ou qui se sont rapprochés de Solana au début pour choper des subventions, pour monter des validateurs qui représentent quand même une bonne partie de tous les jetons. Et d'ailleurs, au niveau du staking, tu vois, aujourd'hui, Ether, on doit être à 28% des jetons qui sont stakés, alors que sur Solana, on est à plus de 60%. Et que très souvent, c'est staké sur des gigantesques validateurs, donc très probablement des gens qui étaient là dès le départ, qui en ont accumulé un max et qui continuent de valider pour continuer d'en accumuler un max. Mais en soi, plus le temps passe, plus le supply se distribue aussi. Enfin, c'est aussi ça qui a eu un gros rôle sur Ethereum, c'est que juste par défaut, par nature, c'est une crypto qui a été lancée bien avant de nombreuses autres cryptos, et du coup, le temps a fait son effet, quoi. Bah ça se répartit après à quel point c'est difficile. Tu vois, des gens qui ont fait l'ICO Ethereum, il y en a plein, et il y en a qui se retrouvent avec des fortunes. Et du coup, même sur Ethereum, il y a quand même pas mal de prismes de centralisation du supply, je suppose, même avec, tu vois, les Lido, etc. Donc... il y en a. Ouais, mais ça, c'est différent. Mais après, voilà, ce que je veux dire, dans tous les cas, c'est que même ça, sur Solana, tant qu'on est au fait des problèmes, on fait attention. Et que ce soit Solana ou Ethereum, aujourd'hui... posséder suffisamment de tokens Solana pour foutre le bordel dans le consensus, ça pèse des milliards et des milliards. Donc c'est pas un truc que t'attaques comme ça. Juste, il y a quelqu'un qui dit Solana coûte bien plus qu'il ne rapporte. Oui, il le dit tout le temps, c'est par rapport à l'inflation. Oui, non, mais j'en ai conscience de ça. Mais est-ce que c'est pas le monde dans lequel on vit? Genre, est-ce que c'est pas comme ça que les startups fonctionnent? Est-ce que c'est pas comme ça que des géants ont réussi à prospérer, tu vois? Et plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on a cette approche Ethereum un peu en mode Linux et Solana en mode un peu Apple. Tu vois là où je veux en venir? Ouais. Bah, pour répondre à cette histoire de rentabilité, disons qu'il a raison. S'il a raison, la quasi-intégralité du marché crypto ne produit que dalle, enfin, ne génère quasiment aucun revenu et balance une inflation de porc. Et donc à ce moment-là, disons les choses, tout est surcapitalisé et tout doit encore baisser divisé par 2, par 3, par 5, par 10, même si ça a déjà divisé par 10, s'il a raison. Si c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il a peut-être raison, tu vois. Et donc, à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que, à des exceptions près, tout le marché se pète la gueule parce qu'en fait, tout le marché a été survalorisé par rapport aux revenus. En fait, je pense que la réponse la plus efficace à ça, c'est que, en fait, le marché, il price le futur. Et du coup, en gros, on price, genre, potentiellement le fait que un jour, ce soit moins le cas. Ou qu'un jour, ça changera. Ou que, enfin... Et en soi, pour moi, c'est pas non plus genre un problème gigantesque fondamentalement. Je sais pas. Je sais pas. Moi, en fait, à partir du moment où genre la chaîne fonctionne, tout le monde peut build dessus, genre t'as plein de users, etc. Les gens s'y retrouvent de plein de manières, tu vois. Genre, la thèse est simple, hein, de toute façon. Aujourd'hui, Solana, ça marche. Peut-être qu'un jour, ça marchera plus ou moins bien. Et donc, la mécanique sur Solana, c'est laquelle? C'est qu'il y a énormément d'inflation. Beaucoup plus qu'Ether, que cette inflation du coup part dans les poches des validateurs de blocs. Aujourd'hui, l'écosystème des validateurs de blocs, il est extrêmement subventionné aussi. C'est-à-dire que soit tu as des gros validateurs, je dirais quelques dizaines, peut-être les premières centaines, qui sont rentables, et tu as les autres qui, s'ils veulent être rentables, doivent se rapprocher de la fondation Solana pour choper de la subvention, pour pouvoir avoir suffisamment de stake pour devenir rentable. Et du coup, on en revient un petit peu à ce débat, tu vois, où Ether, par exemple, tu as... plus d'1 million de validateurs aujourd'hui, à chaque fois à coût de 32 Ethers par validateur, alors que sur Solana, tu peux avoir un validateur qui a plusieurs millions de Solana, tu vois. Du coup, par nature, ça fait moins de validateurs, quoi, sur Solana. Ouais, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on a 1450 validateurs, quelque chose comme ça. Au top, on était à 3000. Et
Anatoly, un des cofondateurs de Solana, pense que ce serait bien qu'on aille sur du 10 000 à terme. Et qu'on se le dise, la réalité, elle est là, il faut l'accepter. Si la fondation Solana ne subventionnait pas, je dirais, des centaines de validateurs, peut-être un tiers, peut-être même 35-40% des validateurs, on en aurait encore moins. Et on dirait que ce serait encore plus centralisé. Mais Ethereum, ils ont jamais rien subventionné? Quand tu vois que l'Ethereum Foundation a des coûts annuels de 100 millions, ouais, mais c'est des grandes. L'argent, il va dans de l'événementiel, il va dans des projets qui build, mais il va pas dans les sets de validateurs, je crois pas. Non. Ok. Donc, Ether, ça s'est fait plus naturellement par le proof of work, parce qu'à l'époque, tu pouvais miner beaucoup d'Ether avec de simples cartes graphiques gamer. Moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment un faux débat, surtout qu'en plus de ça, Ethereum, ça a quoi, 5 années de plus que Solana, un truc comme ça? Plus. Donc ouais, 5-6, ouais. Donc le temps fait les choses. Et pour moi, le vrai problème fondamental, c'est plus genre comment le jeton ETH va réussir à capturer de la valeur. Et en fait, même si... En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que juste par nature, les gens voudront s'exposer aux cryptos et du coup achèteront, entre guillemets, par défaut, tu vois, ce genre de crypto, ce qui suffira largement, tu vois, à driver le prix. Parce qu'en fait, je me rends pas compte de la pression acheteuse qu'on avait avant sur Ethereum parce que le L1 était utilisé, VS, genre maintenant, la pression, entre guillemets, acheteuse sur Ether, tu vois. Je me demande à quel point... Genre ça représente beaucoup ou pas tant que ça par rapport à la demande naturelle pour s'exposer au marché crypto et pour s'exposer à l'écosystème Ethereum juste en tant que spéculateur en achetant du token. Pour moi, c'est ça le vrai enjeu parce que du coup, ça ferait un petit peu de ça une sorte de faux débat ou en tout cas un truc moins catastrophique qu'il n'en... Tu vois là où je veux en venir? Bien sûr, je vois où tu veux en venir. Non, ils racontent des conneries dans le chat, ils disent Capet, c'est une IA, je sais pas pourquoi ils disent ça. Mais bon voilà, Solana c'est subventionné, et puis dès que tu sors en fait de BTC, ETH Sol, bah là niveau validateur, ça joue entre quelques centaines de validateurs sur les blockchains en proof of stake, guère plus. En vrai, c'est assez marrant quand même qu'on parle de décentralisation et on en parle quasiment de plus en plus. Enfin, j'ai l'impression que tous les problèmes un peu fondamentaux, on se les tape maintenant, alors qu'il y a 3 mois, 3 à 6 mois, quand le prix montait, on se posait pas ces questions-là, quoi. Bah voilà, hein. Quand ça monte, tout le monde est content. Quand ça baisse, on chasse des sorcières. Moi, je vous dis, les gars, hein, je vous le dis, il n'y a pas de souci, c'est le jeu. Je suis pas là pour chialer. Hein. Je dis à 0x Aigri, notre nouvelle recrue, tu peux nous faire une vidéo sur Starknet, reprends l'article sur les actualités et tout. C'est ce qu'il fait. On fait une bête de vidéo, je trouve, et on se fait chier dessus parce que le prix il baisse, tu vois. Et on nous dit, ouais, mais t'as pas parlé du token qui baisse, des risques et de la tokenomics. Et je vous jure que j'y ai même pas pensé parce que nous, on était en mode, on fait une vidéo, on parle de tech, tu vois. Bah ouais, ça. Mais comme elle est sponsorisée, cette vidéo, par la fondation Starknet, on s'est fait... Il n'y a pas que des messages comme ça, mais on s'est fait cabosser. Et c'est horrible. Mais c'est ça. Mais même au-delà de ça, tu peux être bullish sur une tech et être genre bearish sur un token, tu vois. Et c'est un peu, tu vois, ce qui s'est passé pendant longtemps, je pense, avec DYDX. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment bullish sur leur vision, sur pas mal de choses qu'ils font, etc. Mais derrière, avec le token, on ne s'y est pas retrouvé pendant un certain nombre de temps, de mois, même aujourd'hui, tu vois, d'un point de vue tokenomique, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Et du coup, les gens se raccrochent tout le temps au token, alors qu'en fait, t'as pas forcément besoin du token pour profiter d'un écosystème. Et c'est toujours ça, le truc, c'est est-ce que t'as besoin de détenir une partie... de tous les produits que tu utilises. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as besoin d'être actionnaire de ChatGPT pour kiffer ChatGPT ou pour l'utiliser? Est-ce que tu as besoin d'être actionnaire de Meta pour utiliser Facebook, Instagram, etc. Donc ce que ça veut dire, c'est que en fait, vous n'êtes pas obligé d'investir systématiquement dans tout ce que vous voyez en crypto. Genre un bon produit, c'est pas nécessairement une bonne entreprise ou un bon token à acheter ou un bon... Enfin, vous voyez là où je veux en venir? Donc après, forcément, c'est facile à dire une fois que le prix baisse. Mais vous avez l'idée. Est-ce qu'on commencerait pas avec les actus de la semaine? Si, on va attaquer sur les actus de la semaine et du coup, on espère que les prix vont reprendre un petit peu de couleur pour que les gens soient moins dans la méta chasse aux sorcières. De toute façon, c'est comme à chaque fois et c'est normal, c'est pour ça que ça me fait de moins en moins mal ce genre de commentaires parce que quand les prix baissent violemment, c'est la chasse aux sorcières. Quand ça remonte, ça se passe. C'est comme quand Solana était en dessous des $20, tu vois. Souviens-toi, les gens... tapais très fort sur Solana à cette époque-là. Ouais, à l'époque, moi j'étais méga bull Solana. Enfin, j'étais beaucoup plus bull que beaucoup de gens. J'étais pas le plus grand bull, mais vous avez l'idée.
Et à l'époque, on se faisait tabasser la gueule, et maintenant, quand on dit un truc contre Solana, enfin bref. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais. Sinon, est-ce que tu peux On voit l'ajouter? ton écran. Super. On voit ton écran. Je te remercie. Bah écoutez, au niveau des actualités, allons-y. Hein. On a des nouvelles du fondateur de Telegram. Souvenez-vous, dans l'émission de dimanche dernier, le fondateur de Telegram avait été arrêté en France. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Monsieur Macron s'est justifié en disant que c'était pas une décision politique, que c'était une décision judiciaire et que voilà, il y a la séparation des pouvoirs, donc Macron n'a rien à faire là-dedans. Il y a d'autres gens qui ont contesté ça. Bon, toujours est-il que le CEO de Telegram, il n'est pas en prison ferme, il a pu payer une caution de 5 millions et il peut pas quitter la France. Il doit se présenter au commissariat 2 fois par semaine et il est inculpé pour différentes accusations liées à de la complicité, pour tout ce qui va être terrorisme, blanchiment d'argent, pédopornographie sur son réseau, manque de modération, mauvaise déclaration au niveau de la cryptologie. Alors ça, c'est un truc de malade que je comprends pas. Si j'ai bien compris, en 2021, il chope la nationalité française de manière exceptionnelle pour service rendu à la nation. À l'époque, il était déjà patron de Telegram. Et là, on lui dit, frérot, mais du coup, quel service rendu à la nation déjà? Déjà, on ne le sait pas. Ça, pour te répondre, on ne sait pas exactement. Donc déjà, c'est une magouille entre lui et l'État. On lui dit, tu n'as pas respecté les déclarations cryptologie. Donc si j'ai bien compris, quand tu as un service en ligne, site web qui fait de la vie privée, en gros, tu dois déclarer auprès de l'État quel type de cryptographie tu utilises. Par exemple, messagerie chiffrée de bout en bout, etc., etc. Tu le fais pas, tu peux te faire tomber dessus. Et ça, je mets ma main à couper, quasiment personne ne le fait. À part les gigabit groupes qui ont des bureaux absolument partout, avec des petites gadgets et des gens qui sont vraiment à fond sur la loi et qui veulent absolument que tout soit carré et qui sont payés pour ça. Je pense que c'est pas du tout le cas de Telegram. Il doit avoir un budget modération qui est beaucoup plus léger et du coup, c'est pour ça qu'il s'est fait attaquer. Donc, pas plus d'infos. Le patron de Telegram ne s'est pas exprimé depuis. D'ailleurs, il a quitté le palais de justice de manière très discrète. Son avocat, bien entendu, conteste les accusations portées. Je pense que c'est une affaire qui va durer très longtemps. Il va rester en France très très longtemps. Et la finalité, elle est difficile à donner. Je vous mens pas. On entend un petit peu tout et son contraire. Moi, je pense que ça peut bien se passer pour lui, mais comme ça peut mal se passer. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Alors déjà, disclaimer, les gars, son parcours, il est vraiment très intéressant. Sa vision, elle est très intéressante. Ce qu'il a accompli et tout, c'est vraiment très intéressant. Je suis un utilisateur de Telegram, il n'y a rien à dire. Mais je ne comprends pas comment, d'un coup, les gens le défendent comme si c'était leur daron, alors que t'aurais eu un Zuckerberg, je suis pas sûr que t'aurais eu nécessairement la même position d'un point de vue purement particulier, audience, etc. Et l'autre point, c'est que, factuellement, s'il se passe vraiment des dingueries sur Telegram, et que l'État peut pas faire son job, et qu'il y a vraiment des folies qui se passent dessus, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, quand même, tu vois ? Parce que c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment, la cour des miracles. Je suis pour une liberté d'expression, etc. Mais au bout d'un moment, s'il y a vraiment des actes terroristes qui sont coordonnés ou de la pédophilie, etc., il doit y avoir des choses. Alors, de là à interdire l'application, on est d'accord, ça ne doit pas arriver. Mais il doit y avoir quand même, je sais pas, des process ou des protocoles ou des choses qui peuvent être mises en place pour éviter des situations qui sont un peu critiques, quoi. Le sujet, c'est ça, frérot, tu l'appliques à tout. C'est un petit peu comme en politique, les clivages gauche-droite. Tu vas avoir d'un côté les grands défenseurs de la vie privée qui considèrent qu'en fait, toute modération sera forcément abusive et que du coup, il vaut mieux laisser les choses telles quelles, mais ça laisse aussi entendre accepter certains trucs qui sont absolument dégueulasses, comme la pédopornographie. Ou alors, il faut une modération. Et tu le sais aussi qu'on va aller toujours plus loin dans la modération. Et où est la limite dans la modération ? Et tu vois, tu faisais le parallèle avec Zuckerberg, Facebook. On le sait, Facebook, ça a été une machine à bannir des comptes, à censurer, à ce que tu veux. On a d'ailleurs le président de Facebook, Mark Zuckerberg, qui nous a dit récemment que il regrettait ce qui avait été fait à l'époque des élections et à l'époque du Covid, etc., où ils ont été poussés par l'État américain à censurer même des posts qui étaient cyniques, tu vois, vis-à-vis de la politique Covid. Donc en fait, tu as les deux tableaux. Et donc la défense, elle se fait qu'aujourd'hui, si tu veux, Internet à l'époque, tu as connu Twitter il y a très longtemps avec moi, il n'y avait pas de modération. On était des singes, frérot. Ça s'insultait à tour de bras. Il y avait du harcèlement, machin, on rigolait comme des débiles. Tu joues à Call of Duty en ligne, c'était pareil.
tu gagnais une game, t'insultais le mec en face, machin, il n'y avait pas de modération. Aujourd'hui, t'insultes des gens, tu te fais bannir ton compte, tu vois. Donc les choses ont changé sur Internet. Il y en a qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et donc aujourd'hui, les seuls endroits où t'as un peu plus de marge de manœuvre pour dire des choses borderline, ça va être TikTok, Twitter et du coup Telegram. Et du coup, les grands défenseurs de la vie privée, ils vont prendre parti en disant, bon bah si Telegram tombe, la prochaine c'est Twitter et c'est TikTok, et on pourra plus rien dire sur Internet. Et en fait, plus rien dire, ça veut juste dire tout le monde va devoir se tenir à carreau, comme dans le monde réel. Voilà. Mais du coup, voilà, moi je suis pas. En fait, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que forcément, si l'État a trop de pouvoir, il risque de faire vraiment des folies. Genre surveillance de masse, censure, genre orienter les débats, orienter, tu vois, les élections, orienter plein de choses, même genre le mode de pensée, etc. Tu vois, genre c'est un peu, tu sais, le sujet woke ou pas, etc. Ouais, absolument. Mais en même temps, si tu fais rien, qu'il y a vraiment des choses, qu'il y a d'une certaine manière entrave à la justice, je sais pas. Donc, je pense pas qu'il y a vraiment de bonnes solutions. Mais tout ça pour dire que je pense pas que c'est noir ou blanc. Tu vois, genre, je pense que les gens qui sont trop full liberté avec Telegram, genre, je comprends, moi-même, j'ai envie d'être le plus libre possible, etc. Si vraiment je prévois des actes terroristes et que je les coordonne sur Telegram et qu'ils sont pas, tu vois, j'ai du mal à, tu vois, à me projeter sur des trucs comme ça. Je me souviens plus. T'as Jacques Attali qui parlait à l'époque face caméra et qui disait il n'y a pas de juste milieu, c'est soit la censure, soit la dictature, soit le libre marché et la liberté. Et en fait, c'est la même chose. C'est la même chose ici, tu vois. C'est qu'on aimerait... Le bon sens voudrait un juste milieu, comme tu l'as dit, avec une certaine modération. Il y en a qui vont dire peut-être de la modération avec de l'IA, d'autres avec... Voilà. C'est difficilement réalisable, tu vois. Trop d'effets de bord, trop de dérives, en fait. Bah, c'est compliqué parce que sinon, ça fait beaucoup d'emplois. Donc déjà, la rentabilité de Telegram, je ne sais pas à quel point la machine peut être rentable, à quel point ils peuvent recruter. Mais du coup, tu vois, on dit dans le chat aussi, ouais, mais Telegram, c'est une messagerie, c'est pas un réseau social. Ah, c'est un peu entre les deux, tu vois, parce que tu as des canaux de communication, tu peux vraiment t'en servir un peu comme un média social ou... Non, mais genre, évidemment, quand tu as des retransmissions de matchs de foot, de matchs d'UFC et tout, gratos sur Telegram, enfin, je pense qu'on est tous contents, pour certains, de ne pas payer quand on a accès à ça gratuitement et que c'est des trucs qui nous tiennent à cœur. Mais la réalité, c'est que, enfin, c'est pas normal, quoi. Donc, on va laisser la justice s'en occuper. Ça ne nous empêchera pas de continuer de couvrir l'information et de prendre parfois parti. Mais c'est un sujet qui est extrêmement compliqué parce qu'en fait, il va servir de jurisprudence un petit peu pour l'avenir de la liberté d'expression sur Internet, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, toujours dans le thème de Telegram, cette fois on va parler de Toncoin. Donc Toncoin qui est une crypto-monnaie gérée par la communauté mais qui a été lancée initialement par Telegram et qui aujourd'hui du coup est une blockchain décentralisée, si on peut dire, parce qu'en réalité il n'y a pas beaucoup de validateurs et ça a l'air d'être un gros bourbier à faire fonctionner un validateur. Et ben il est tombé en panne 2 fois. Ce réseau en 48 heures, et c'est la première fois qu'il tombe en panne d'ailleurs. Alors, on vous avait fait un article sur Toncoin, sur Coin Academy. Oula, je sais plus me servir d'un clavier, moi c'est chaud. Et en plus, je prends pas le bon nom, excusez-moi. En fait, Ton, c'est un système où tu as une grosse blockchain qui s'appelle la master chain. Ensuite, tu as des sous-réseaux qui s'appellent des workchains. Et en dessous de ces sous-réseaux, tu as les shard chains. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la promesse de base, c'était de pouvoir scaler de manière linéaire en fonction de la demande. Bref, le bullshit habituel du monde des crypto-monnaies. Dans les faits, c'est pas le cas. En fait, tu as une workchain. Donc du coup, dès qu'il a commencé à y avoir un peu de charge sur le réseau il a sauté. Donc apparemment, au bout de 280 transactions par seconde, alors qu'on nous parlait de 55 000 transactions par seconde à l'époque. Alors ça a été un stress test intéressant parce que du coup, en fait, tu as un meme coin, si j'ai bien compris, qui s'appelle Dogs. Enfin, je sais pas si c'est un meme coin ou autre chose, mais... Et en fait, il y a eu un airdrop et puis ça a foutu la chaîne par terre, comme c'est souvent le cas pour faire tomber des réseaux. Hein. Solana, à l'époque, c'était la folie des NFT qui faisait tomber le réseau à outrance et là, c'est pareil. Donc du coup, la promesse n'est pas tenue au niveau du scaling et c'est pas impossible que dans l'état actuel de la chaîne, ça ne retombe pas en panne dans le futur aussi. Donc à prendre en considération. Seulement, ça n'a pas trop tué le prix. Mais en soi, les promesses sont jamais tenues. En soi, tout ce qui est théorique, au final, on n'atteint jamais ça, puisque c'est justement théorique et que c'est juste si le réseau est dans des conditions qui sont très spécifiques,
avec peut-être des mises à jour software qui sont même pas en place, etc. Donc, mais ouais, je suis, enfin, 280 transactions par seconde, c'est vraiment peu, hein. Donc, c'est pas fou. Et c'est tombé 2 fois en plus, non? Ouais, deux fois. Du coup, pour moi, ça peut retomber, hein, easy. Hein. Alors, je sais pas comment ils vont gérer la problématique, mais là, il va falloir qu'ils s'activent. Ensuite, on a MakerDAO, la banque centrale décentralisée, qui se rebrand en Sky. Alors, écoutez bien cette information. L'idée, c'est quoi? C'est que ils ont prévu de s'ouvrir un petit peu plus au grand public en proposant des nouveaux produits avec des interfaces utilisateurs plus simples à utiliser. Et donc, ils sont partis dans un rebranding. Donc, ils avaient déjà 2 jetons. Ils avaient le stablecoin DAI, qui est indexé sur le dollar et qui est backé par des real world assets, de l'Ether, etc. Et le jeton de gouvernance Maker. Donc, le DAI continue d'exister, le jeton de gouvernance Maker continue d'exister, mais tu vas pouvoir convertir ton jeton Maker en, je crois, 24 000 jetons Sky. Et pour ce qui est de ton jeton DAI, tu peux les convertir en stablecoin USDS. Et là où ça devient intéressant, j'ai pas compris le délire, c'est que le nouveau stablecoin, donc USDS, ajoute une fonction de gel des fonds, comme le fait déjà Tether et l'USDC de Circle. Donc déjà, le côté décentralisé, bah pas trop. On en revient à ce qu'on disait juste avant, la modération. C'est-à-dire que si tu as un État qui vient voir la structure derrière cette banque centrale décentralisée et qui leur dit, bah, je pense qu'il y a un hacker qui a telle adresse, je peux le prouver, machin, voilà, c'est une adresse USDS, eux, ils peuvent geler les fonds. Par contre, cette fonction de gel des fonds, elle n'est pas sur le DAI. Donc mais le DAI, on pourra le continuer d'utiliser. Est-ce qu'il y aura encore des DAI émis, etc. Ou est-ce que justement c'est... Alors pour ce qui est DAI émis, je ne sais pas. En tout cas, DAI actuel, oui, on peut l'utiliser. Et apparemment, un des fondateurs de Maker a expliqué qu'il y aurait peut-être même un changement de DAI en pur DAI. Bon, en tout cas, je ne comprends pas le virage qui est pris. Apparemment, tu aurais USDS qui serait sur les nouveaux produits et donc tu aurais plus de modération au niveau de ces produits. Mais au final, on comprend même pas l'intérêt parce que tu retrouves exactement les mêmes possibilités que dans de la finance traditionnelle. Donc c'est de la CeDeFi d'une certaine façon. Je sais pas. Je manque peut-être de nuances dans mon je pense que dans tous les cas, il faudra laisser le temps faire. Mais la question du rebranding, pour moi, en soi, pourquoi pas. Tu vois, Maker, je pense historiquement, ils ont plutôt opéré de façon reliable, tu vois. Genre, en tout cas, ils ont pas fait de trucs bizarres. C'est plutôt carré. Mais ouais, par rapport au DAI, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui aiment beaucoup le DAI, etc. Et je pense que ça peut vraiment faire un gros FUD et peut-être des gens qui se tirent, en fait. Donc affaire à suivre. Mais ouais. Mais en tout cas, le rebranding en lui-même, moi, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Et donc du coup, pour retenir un petit peu les infos essentielles, ces nouveaux jetons USDS et Sky, ils arrivent le 18 septembre, ils ne sont pas encore sortis. Comme je vous ai dit juste avant, le DAI et le Maker continueront d'exister, en tout cas dans un temps 1. Et on aura une nouvelle plateforme qui s'appelle Sky Money, qui n'est pas encore sortie et qui proposera apparemment une interface utilisateur un petit peu plus agréable. On va également avoir une nouvelle façon de gérer les sous-DAO avec ces sous-DAO qui seraient appelés des stars aussi, qui pourraient avoir leur propre token et fonctions spécifiques. On verra ce que ça va donner. Je continue ensuite, donc là c'était pour parler des meme coins. Les frais sur Solana collectés ont énormément baissé. On avait eu du coup beaucoup de collecte de frais de par l'activité autour des meme coins sur Solana. Sauf que là, les meme coins, ils sont en train de se péter la figure. Et les meme coins sur Solana se pètent encore plus la figure que les meme coins sur Ether. Tu vois, avec des moins 22, 27, 31, voire 40% en 30 jours. Et donc, pour reprendre le commentaire de tout à l'heure, c'était de Erotic Ape, déjà que Solana émet beaucoup d'inflation par rapport aux revenus qui sont donnés, là, si les revenus y baissent, ça va être encore pire. Mais cette inflation, tu peux la capturer en stakant, non? Oui, tu peux la capturer totalement en stakant ou pas? Oui, c'est ça. C'est juste que tu vois, qu'il y ait beaucoup d'activités sur Solana ou qu'il y en ait peu, d'activités économiques, au final, tu vas quand même avoir énormément d'inflation sur Solana. C'est clairement pas les frais collectés qui vont gaver les validateurs. Ce qui va maintenir les validateurs, qui va les pousser à entretenir le réseau, c'est le fait qu'ils vont toucher de l'inflation et pas forcément des commissions qui sont collectées. Et donc c'est peut-être ça aussi qui se reflète sur le prix du sol, hein, parce qu'il y a cette manie en ce moment d'essayer de regarder les protocoles qui génèrent des revenus. Mais en fait, on clique sur Solana. Ouais. Et ensuite, mets capitalisation boursière et tu mets max. Et tu vois qu'en fait, avec l'émission de jetons, on a déjà fait un ATH en soi techniquement sur la capitalisation, mais pas sur le prix du jeton lui-même. Donc c'est comme ça que tu vois que l'inflation, elle est... Enfin, c'est comme ça que tu peux visualiser l'inflation d'une certaine manière, quoi. Après, techniquement, si tu stakes, etc., je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, surtout qu'il y a beaucoup de
solution de liquid staking et tout maintenant, mais j'entends clairement l'argument qui peut y avoir dans le chat, etc. Ouais. Voilà. Et par rapport aux subventions, bah, les subventions, elles sont pas infinies. Hein. C'est-à-dire que oui, la Solana Foundation a un certain budget qu'elle peut à des validateurs pour qu'ils puissent commencer à exister sur le réseau et donc avoir plus de délégations pour ensuite voler de leurs propres ailes et continuer d'exister sans avoir la délégation de la fondation. Mais la fondation, elle peut pas balancer des Solana à tour de bras à tout le monde parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien en trésor. C'est le même sujet comme t'étais pas là, Léo, mais j'en parlais la semaine dernière. Quand tu vas sur Defiant Treasuries. Alors, t'as pas toutes les trésoreries, mais t'as de nombreuses trésoreries publiques de différents projets sur Ether, dont l'Ethereum Foundation. Aujourd'hui, l'Ethereum Foundation, tu vois, on voit qu'elle a en trésor 676 millions de dollars. Donc déjà, ça dépend bien entendu du prix de l'Ether, parce que leur trésorerie, elle est en Ether, elle n'est pas en stablecoin. Mais cette fondation, elle donne, mais elle récupère quasiment rien. Elle prend des dons à gauche à droite de temps en temps, mais c'est peanuts par rapport à ce qu'elle dépense. Donc à partir du moment où ta trésorerie elle est finito, et en soi c'est pas grave parce que le but de ces fondations-là, c'est d'aider le protocole à justement devenir autonome et se passer à terme de ces fondations. Donc à un moment donné, un jour, tu auras des trésoreries qui seront à sec. Mais si tu t'amuses à brûler tout le cash au bout de 3 ans, alors que ton protocole il est même pas autonome, bah après t'es fini quoi. En fait, j'ai pas de métriques qui me permettent de vraiment estimer à quel point tu vois c'est gros, parce qu'à chaque fois tu parles justement de ces subventions du côté de Solana, etc. Mais ouais. Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, pour ce qui est des subventions, on a à peu près des chiffres, je crois, chez Helius qui en parle. Au niveau, je crois que c'est du supply qu'ils ont, si je dis pas de bêtises. Si on enlève, alors je traduis parce que désolé, il y a un coup de fatigue. Si l'on retire les enjeux de la fondation et qu'on se concentre sur les enjeux en dehors de la fondation, donc ceux qui ne sont pas subventionnés, on constate que 50 validateurs en plus de 100 cas d'enjeu, 184, ok. Non, c'était pas ça que je cherchais. Bon, je me souviens plus, mais c'est expliqué dans ce rapport-là le pouvoir qu'a cette fondation à déléguer. Par contre, je ne crois pas, en tout cas, j'ai jamais trouvé, que tu as les wallets publics de Solana pour savoir combien de pourcents du supply ils ont, quelle est leur capacité à pouvoir payer des grants, c'est compliqué etc. que ça, parce que les validateurs, ils sont assez visibles. Je pense que c'est quand même des grosses transactions, donc je pense que c'est retrouvable assez facilement. Bah, j'ai jamais trouvé, frérot. Alors que mais les jetons, ils les prêtent, ils les donnent pas, non? Oui, là, ils délèguent. Donc ils les donnent pas. C'est-à-dire que tu vois, regarde, tu vas sur Solana Beach, tu peux voir tous les validateurs ici. Et là, par exemple, on peut voir Helius, premier validateur, ils ont 13 millions qui est délégué. Ça veut pas dire qu'Helius a 13 millions sur son validateur. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui leur délèguent et que du coup, voilà. Par contre, je sais pas comment on peut savoir combien eux ils ont. Tu vois, dans ces 13 millions, combien eux ils ont. J'ai pas cette information-là. Mais tu as ce rapport qui explique tout, qui explique justement, tu vois, typiquement, ça c'est très intéressant. Tu peux voir que le top des validateurs, qui pèsent quand même un gros paquet de sol, ne sont pas subventionnés. C'est-à-dire que les top validateurs n'ont même pas le droit d'être aidés par la fondation. Pour pas centraliser le LR1, quoi. Et en fait, le champ d'action de la fondation, il est là. Donc, tu as des petits validateurs aussi qui se sont peut-être lancés tête baissée, sans demander d'aide à la fondation, et qui au final ont lancé le truc, mais qui font ça à perte entre le matériel, le nombre de sols nécessaires au vote chaque jour, etc. C'est probablement des validateurs qui font ça à perte. Ce que tu veux dire, c'est qu'en soi, la fondation Solana, elle force la décentralisation, quoi. Exactement. Elle assiste la décentralisation. Et tout est expliqué sur leur site. J'avoue que je ne maîtrise pas le sujet de A à Z, mais ils expliquent, tu vois, combien ils peuvent te prêter, enfin te déléguer, pendant combien de temps. Il y a toutes sortes de règles à ce niveau-là. Mais clairement, je crois que c'est à partir du top 78 jusqu'au top 1300. Pas tous les validateurs, mais une grosse partie des validateurs sont assistés par la fondation. Donc on verra. D'un côté, tu vois, nous on aime Solana, on en parle régulièrement, on considère que techniquement c'est sympa. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y en a qui critiquent, il y en a qui soulèvent des problèmes, comme c'est le cas ici en termes de revenus générés versus inflation, etc. Mais avec un marché qui continue de baisser et potentiellement de l'activité qui baisse aussi on-chain, on n'est jamais à l'abri de la catastrophe aussi, c'est important. Après, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein, dans le sens où Solana a quand même réussi à attirer beaucoup d'utilisateurs. Et j'avais moins utilisé Solana récemment, mais avec Phantom et le système où tu peux l'épingler à droite de ton écran et tout, c'est tellement bien foutu. Mm-hmm. Enfin, en fait, le problème, c'est que Solana, en soi, tout le monde utilise le même wallet. Et du coup, genre, t'as une distribution des users, genre,
genre en gros tout le monde est plus ou moins sur le même wallet, du coup c'est moins distribué d'une certaine manière, peut-être moins décentralisé à ce niveau-là, et du coup ça peut même créer des problèmes parce que genre tout le monde utilise les mêmes RPC, les mêmes trucs, du coup tout le monde a les mêmes embrouilles, en même temps les mêmes problèmes. Mais en soi l'expérience utilisateur elle est quand même phénoménale, hein. Phantom, moi je suis choqué à quel point ils ont vraiment tué le game, hein. Enfin pour moi aujourd'hui c'est le wallet par excellence pour un normie, c'est-à-dire que lui il débarque... il peut top up avec une carte de crédit, il peut faire ses swaps, c'est super intuitif, c'est beau, etc. Et tu vois, on parle de Rabi, etc. Rabi, c'est super, hein, mais je pense que c'est pas fait pour un dormi, tu vois. Pour un dormi, vraiment, Phantom, c'est extraordinaire. Phantom, ça passe bien. Et puis tu reçois un airdrop, t'as la petite notif pour dire que tu peux aller claimer ton airdrop. Vraiment, t'es assisté, c'est magnifique. Je suis d'accord. Du coup, j'enchaîne. La SEC qualifie les NFT de valeur mobilière, apparemment, et s'apprête à attaquer OpenSea en justice. Alors, pourquoi on dit s'apprête et pas à attaquer? C'est qu'ils ont envoyé un courrier, la fameuse Well Notice, et que du coup, OpenSea se prépare à être attaqué, et donc prépare une défense dans ce sens-là. Je pense qu'on en revient toujours au même. La SEC, elle attaque toutes sortes de nouvelles activités pour challenger les acteurs, pour que les acteurs aient du répondant et que ça fasse des jurisprudences, qu'on construise la loi dans ce sens, etc. La SEC n'a pas grand-chose à y perdre et tout à y gagner parce que très souvent, elle peut récupérer de l'argent si elle gagne partiellement. Elle perd, en vrai, elle peut perdre en crédibilité, elle peut perdre quand même pas mal d'argent, d'énergie, etc. Enfin, pour moi, ils ont quand même à perdre, hein, parce que, tu vois, même quand t'es Gary Gensler, au final, si à chaque fois que tu attaques un protocole, tu perds, ou une boîte, tu perds, genre, au final, tu utilises mal l'argent du contribuable, sachant que chaque année, lui, il négocie son budget au Congrès ou au Sénat, enfin, peu importe. Après, de temps en temps, il fait des sacrés braquages aussi, hein. Quand ça passe, il récupère des millions, voire des milliards. Il récupère 1% de ce qu'il réclame déjà de base. Et puis, c'est ça le prix, hein. Et puis j'ai l'impression qu'il gagne pas parce qu'il a forcément raison ou parce qu'il est fort, mais il gagne plus parce j'ai l'impression qu'il a vraiment le gouvernement derrière lui aussi, tu vois. Ah mais ça après, frérot, ça part dans les poches de qui aussi? Ça part dans les poches du Bien groupe, sûr. hein. Donc t'inquiète, hein, la boucle elle est bouclée. Mais en tout cas, moi je suis assez choqué de voir ça, parce que quand même les gars, faut se réveiller. Enfin les NFT, la folie qu'il y avait autour des NFT, c'était en 2021-2022, c'est plus en 2024. Enfin ils ont eu tellement de temps pour les attaquer et ils ont attaqué tellement de personnes et d'entreprises en cours de route que je comprends pas comment aujourd'hui on puisse en arriver là, tu vois. Genre c'est tellement, je sais pas, mec. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule, franchement ça fait pitié. Bah en fait, ils veulent taxer en fait, c'est juste qu'ils veulent taxer, oui. Et ils encore veulent être toujours plus. Ils veulent être sur un maximum de combats, tu vois. Ça l'a été sur les ICO. Après, ça l'a été sur toutes sortes d'acteurs du marché. Là, ça est sur la NFT. La prochaine fois sera peut-être sur les airdrops, hein, frérot. Tous les projets qui ont fait des airdrops... Les airdrops, c'est déjà très très fortement taxé aux États-Unis. Et en plus de ça, maintenant les airdrops, les protocoles essayent de pas rendre les Américains éligibles, tu vois. Donc en fait, en soi, je pense que si t'es américain et que tu t'intéresses aux crypto, je pense qu'il y a moyen que tu sois un peu malheureux, hein. Parce que même genre en soi, de ce que j'avais compris, quand tu touches un airdrop, t'es censé le vendre quasiment instantanément parce que t'es instantanément taxé dessus, en fait. Regarde, frérot. En France, c'est relativement la même chose. Bête de message dans le chat, ils ont pas pris 4 milliards à Terra Luna. Ouais, regardez, Terraform Labs a accepté de payer une amende de 4,47 milliards de dollars à la SEC. Donc des fois, quand ça passe... Avec Binance aussi, hein, À récupérer ouais, je me souviens plus de la somme exacte, hein. Je crois que c'est beaucoup, hein, aussi. Ça fait 8 milliards, gros. T'en payes des mecs dans des bureaux, hein, avec 8 milliards. Franchement, le braquage est bon. On peut dire ce qu'on veut, hein. Moi, ça me dégoûte, hein, mais le braquage est bon. Ensuite, donc, Donald Trump lance une 4e collection de NFT. J'ai pas le détail sur quelle chaîne, parce que je crois qu'ils avaient fait du Polygon, du Solana, etc. Avec des tokens à $99, des fois à 24 750 $. Je sais même pas s'il a calculé son coût par rapport à l'attaque récente de la SEC. À mon avis, il fait ça pour continuer son espèce de propagande pro-crypto, pour soutenir le projet DeFi de son fils, parce que son fils lance un projet DeFi aussi. Et pour faire un peu de sous, parce que là typiquement il faut le savoir que cette collection NFT elle finance pas sa campagne présidentielle, ça part directement dans ses poches, hein. Donc on est sur une opération de propagande pure et dure. Mais ça m'a fait rigoler, j'avoue. Ouais, toujours ridicule quoi. Non mais en vrai moi je trouve ça fait pitié quoi, mais vas-y, après c'est la philosophie américaine, de faire pitié. Non, ils sont beaucoup plus capitalistes que nous, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, etc. Genre t'as des gens qui sont... je suppose qu'il y a des gens qui sont fans de Macron, qui ont été fans de Hollande, de Sarkozy, qui leur achetaient des pins. Bon bah là ils achètent
Ou des t-shirts, là, il leur achète des NFT. Bon, voilà. C'est réel. Ensuite, EgunDA, qui est le principal service d'EgunLayer, parce que EgunLayer a plusieurs services, prend désormais en charge le restaking de jetons natifs de Layer 2. Alors, on avait vu ça il y a quelques jours aussi. EgunLayer va probablement intégrer le restaking de jetons ERC20 sans permission. Bah là, déjà, on voit EgunDA qui avance avec les jetons natifs de Layer 2. Ça veut dire que pour pouvoir participer à la sécurité, tu pourras utiliser de l'Ether, de l'Egen, et maintenant c'est jetons natifs de Layer 2. Donc EgunDA, pour ceux qui n'ont toujours pas compris de quoi il s'agit, c'est un service d'EgunLayer qui est sur la narrative de la data availability, comme Celestia. Mais à la différence de Celestia, c'est que c'est un truc qui est encore plus spécifique à la data availability, parce que Celestia, c'est aussi une blockchain. C'est une blockchain avec son propre set de validateurs, son propre consensus, c'est basé sur la tech Cosmos, etc. etc. Tandis qu'EgunDA, ça sert uniquement à stocker de la donnée, un certain type de données d'ailleurs. Donc ça permet aussi d'avoir des performances nettement supérieures en termes de charge par rapport à Celestia, mais ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que Celestia. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on en parlait aussi avec ça, mais je suis encore dans un exercice de compréhension des différences entre Avail, Celestia et Eigen. Tu vois, par exemple, Ether aujourd'hui, on le pousse à fond au niveau de la charge, on les consomme, c'est 0,07 mégabits par seconde. Celestia permet déjà 7 fois plus qu'Ether. Et comme je disais, Celestia, c'est au consensus, etc. Et bien, EgunDA, comme c'est un service encore plus spécifique, où il n'y a pas de consensus, etc., c'est même pas une blockchain, c'est un layer à part, tu es capable d'avoir beaucoup plus de bandes passantes. Et donc du coup, ça va être intéressant. Là, je vous parle purement investissement, je vous dis pas lequel il faut acheter, etc. Mais Celestia, c'est un peu ceux qui se sont appropriés cette narrative modulaire et qui ont fait tout un marketing autour de ça. Et EgunDA, si on avait, je sais pas, un nombre incalculable de roll-up avec un nombre incalculable de transactions par seconde et que Ethereum plus Celestia saturé, et ben à ce moment-là, il faudrait soit que Celestia augmente sa capacité, soit que les gens choisissent une autre solution, et je pense que EgunDA serait la nouvelle solution. J'avoue que NearDA et Avail, on en entend beaucoup moins parler, c'est beaucoup plus en retrait, donc j'avais pas le même biais il y a quelques temps, mais là je suis un petit peu plus dubitatif sur ces concurrents-là. Voilà pour les actualités que j'avais notées. Ensuite, sur d'autres actualités, alors on sait que Phantom lance une nouvelle blockchain qui s'appelle Sonic. Et le testnet de cette blockchain se lance la semaine prochaine. On a également Arbitrum Stylus qui arrive enfin pour le 3 septembre. Donc Arbitrum qui a choisi de faire les choses très différentes des autres Layer 2 en ayant ce qu'ils appellent de l'EVM+, c'est-à-dire que ça fonctionne avec Solidity, mais ça fonctionne aussi avec le Rust, avec le C, avec le C++. Et on a des performances qui sont plutôt au rendez-vous, honnêtement. Donc même si l'attention elle est beaucoup portée sur Optimism, ne fadez pas trop Arbitrum, parce que Arbitrum est quand même capable d'avoir un block time relativement court de 250 millisecondes avec une capacité théorique de plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde. Et dans les faits, quand tu vas sur L2Bits, j'ai eu enfin un peu plus d'informations. Quand tu vas dans l'activité, tu peux voir que le top au niveau de l'activité, c'est Xai. Et Xai, c'est un layer 3 d'Arbitrum, ça fonctionne sur l'attaque d'Arbitrum, et ils sont capables de tenir entre 110 et 140 transactions par seconde max, donc beaucoup plus que ce que permet Base actuellement. Mais il faut aussi noter que l'activité sur le Xai, je pense, est complètement faussée, ça doit être du spam, des trucs comme ça. Ouais, c'est même toutes les histoires de tap to earn, etc., ça booste un peu les TPS, quoi. Je pense. Là, en l'occurrence, je crois que c'est des quêtes. Et d'ailleurs, dans les quêtes, vous avez Gravity, qui est une nouvelle blockchain, mais je savais pas qu'elle était en mainnet, par contre. J'ai dû rater un épisode. C'est pas le truc de Galaxy? C'est le truc de Galaxy, c'est ça. C'est une blockchain modulaire qui reprend le consensus d'Aptos, qui reprend l'EVM, qui reprend plein de trucs à la mode, à gauche, à droite. Au niveau de l'EVM, ça utilise le client d'exécution Rust.eth, qui est utilisé pour la majeure partie des Layer 2. Bref, un truc modulaire qui peut être assez hype. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Je sais pas. En tout cas, ils ont quand même une bonne capacité au niveau des transactions. Est-ce que ça va durer? L'avenir nous le dira. On a également le Polygon Matic qui va se rebrander en Pol, enfin. Donc vous avez peut-être vu passer l'information comme quoi le Matic a été délisté de certains exchanges. Tout simplement parce que Matic devient le Pol, en fait. Voilà, donc le nouveau jeton de l'écosystème Polygon, avec un écosystème Polygon dont on entend nettement moins parler en ce moment, mais peut-être que ça reviendra, je sais pas. Il y a vraiment zéro hype sur Polygon en ce moment. C'est une folie. C'est une folie. Genre vraiment 0, 0, 0. Regarde, tu vas sur Grow the Pie, de toute façon. Alors déjà, note intéressante. On allait beaucoup sur L2Fizz. Ils n'ont toujours pas intégré le... Non, mais justement, j'y viens. L2Fizz n'est plus à jour, n'est plus maintenu, il s'en occupe plus en fait. Donc arrêtez d'aller sur L2Fizz.
allez sur Grow the Pie. Si vous voulez connaître les prix des transactions, vous allez sur Grow the Pie dans Transaction Cost. Et là, vous pouvez comparer les différents projets de l'écosystème. Putain, la mise à jour, elle a mis un coup aux frais, c'est une folie. Hein. Ah bah, il n'y a plus de frais et pourtant, il y a tout qui baisse. Comme quoi, c'était pas les frais de problème, hein, faut croire. Voilà. Et autre notion intéressante, quand tu vas dans Throughput, je sais enfin ce que ça veut dire, ça là, les mégagas par seconde. En fait, c'est une valeur qui est un peu standardisée entre les chaînes EVM. C'est expliqué dans un article de Paradigme, mégagas seconde, et on va bientôt l'expliquer dans un article de Coin Academy. Et du coup, que je reprenne bien le tableau, voilà, tu as un tableau qui fait un peu l'état des différents roll-up. Chaque roll-up a une capacité de gaz par bloc, un block time, et en fait, le mégagas seconde, c'est la fusion du block time et du target block. Voilà. Donc plus tu as de mégagas secondes sur un projet, et donc plus tu as de transactions par seconde d'une certaine façon. C'est juste que cette valeur elle a plus de sens que les transactions par seconde pour des blockchains EVM. Et donc tu peux voir que quasiment tout tourne sur le nouveau client d'exécution de Paradigm, qui va très probablement débloquer des performances sur Ethereum. Et RETH, ça, c'est ça dont tu parlais. c'est ça, Rust ETH, exactement. Ça j'en ai vu. J'ai vu peu de personnes en parler, hein, Rust ETH sur Twitter, etc. Pour le moment, très peu. C'est pas un sujet qui est beaucoup abordé. Et ça permet quand même de bien développer les performances. Et d'ailleurs... c'est un peu un Firedancer Solana, mais en mode EVM, quoi. Exactement. C'est un client d'exécution qui a été codé les 2 ou 3 dernières années par Paradigm. Paradigm qui a, entre autres, un fonds d'investissement, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, on sait que dans le cas de Solana Firedancer, c'est Jump qui est aussi un fonds d'investissement qui est un énorme market maker, fonds, etc. Et j'en parlais encore récemment avec... je parlais avec quelqu'un qui gère le côté institutionnel chez Coinbase et il m'expliquait que voilà, Jump c'était gigantesque quoi. Ouais. C'était vraiment énormissime. Bah, Paradigme aussi et apparemment ça vit sur les investissements. Donc ouais, c'est des boîtes pour les en récents, fait, je sais pas, mais oui, clairement. C'est des boîtes en fait qui sont tellement skin in the game côté crypto qu'elles en arrivent à un point où c'est elles-mêmes qui montent des équipes pour faire évoluer l'écosystème crypto. Parce que clairement, RETH, regarde, en fait, on en revient... Ils ont les moyens et surtout, en soi, techniquement, ils sont aussi peut-être investisseurs de plein de L2 ou de choses qui se passent sur Ethereum, etc. Et du coup, ils peuvent avoir l'influence pour pénétrer le marché et faire en sorte que ça, tu vois. Bah regarde, moi ce que je me suis noté, l'argent, ça met d'accord les gens. Je me suis posé la question, qui utilise Rust ETH? Et en fait, t'as la blockchain de Galaxy, t'as Mega ETH, t'as Optimism, t'as OPBNB qui a un fork d'Optimism adapté à la BSC, t'as Polygon, t'as Gnosis qui va l'intégrer, t'as Scroll qui va l'intégrer. Franchement, ça pète sa mère. Et on en est qu'au début. Parce que c'est un nouveau client qui est déjà meilleur en quasi tout point par rapport à tous les autres clients d'exécution, mais qui est encore prêt à intégrer un nombre incalculable d'optimisations. Et ces optimisations, elles vont permettre à Ether, le Layer 1 et les Layer 2 d'Ether de scaler. Et donc, on va avoir de la parallélisation, on va avoir des infras multi-rollup. Donc ça, je l'ai expliqué dans un live et je vais avoir une rediffusion qui va sortir sur ma chaîne Capet Crypto. L'avenir, c'est que tu vas avoir la possibilité d'émettre des rollups à la volée en fonction de la demande. Et qu'une application, elle va être capable normalement très simplement de s'intégrer à plusieurs rollups en même temps. Donc tous les Layer 1 alternatifs qui vous disent scaling linéaire, machin, tout... Bah, vous allez l'avoir sur Ethereum avec de l'EVM et avec un fonctionnement qui sera probablement supérieur souvent. Donc, mais tu parles de L3 ou quand tu parles de scaling comme ça? Okay. Ouais, peu importe. Ouais, L2, L3. Mais dans les faits, ça ressemblerait à quoi? Et bah dans les faits, regarde, je te donne un exemple. Imaginons, frérot, qu'on fait une grosse conférence crypto, toi et moi. Tu vois, on se dit, on fait une conférence, on invite Roger Ver, Vitalik, on invite tout le monde. Tu vois, et qu'on fait un site web et que sur ce site web il y a un stream de cette conférence, d'accord? Et on se dit le stream c'est nous qui faisons tout, c'est-à-dire c'est nos serveurs qui encodent, qui hébergent les viewers, etc. Qu'est-ce qui se passe? Plus t'as de viewers, plus t'as besoin de gros serveurs. Et cet événement-là, eh ben, on va avoir beaucoup de viewers à cet instant précis, et puis dès que l'événement il sera passé, bah, t'as plein de gens qui reviendront pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu vois Amazon AWS, c'est parti de quoi? C'est parti... Alors Amazon AWS, précision, c'est le service cloud d'Amazon où vous pouvez louer des serveurs à la volée facilement. À la base, Amazon, ils avaient une problématique qui est très simple, c'est que tu vois, le jour du Black Friday, ils avaient un trafic de port. Donc, s'ils voulaient que le site Amazon ne plante pas, ils ont été obligés d'acheter voilà les serveurs. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et après le Black Friday, eh ben, tu te retrouves avec plein de serveurs que tu as achetés,
mais que tu n'utilises pas. Donc en fait, tu as payé comme un con. Donc ils ont inventé Amazon AWS pour pouvoir rentabiliser leur infra-serveur en permettant à monsieur tout le monde de le faire. Et bah là, c'est pareil. Peut-être que dans le cadre d'un airdrop, parce que tu as vu, on en a vu plein d'airdrops qui ont fait planter des blockchains ou qui ont gêné la création des blocs, c'était le cas sur Starknet, sur, je crois, zkSync, sur plein de machins. Et bah peut-être que dans des moments précis de charge, tu as besoin peut-être de scale sur plusieurs rollups. Sauf que après, bah, tu n'as plus besoin de scale sur ces rollups. Donc, tu n'as pas besoin de ces serveurs. Et bah, l'idée, c'est que tu sois capable d'émettre des rollups et d'avoir l'infra derrière à la volée. Et c'est pour ça qu'on parle de cloud native RETH. C'est d'être capable de s'adapter à la demande. Ok. Mais du coup, genre, concrètement, ça voudrait dire que tu pourras avoir un base 1, un base 2, un base 3, un base 4, un base 5. C'est ça. Et mais pour du coup, d'un point de vue base, liquidité, c'est comment? Bah moi, je pense que l'idée, c'est que côté utilisateur, tu as l'impression qu'il n'y a qu'un truc, c'est juste qu'en backstage, il y en a plusieurs. Comme quand tu utilises un site web, tu sais pas que tu as plusieurs DNS, du load balancing, des machins. Ça crée quand même pas mal de questions d'un point de vue asset. Genre, sur quelle chaîne est ton asset? Où est-ce que la liquidité? Parce que, enfin... Je suis d'accord. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que tu as pu voir sur Optimism, zkSync et attends, Optimism, zkSync et c'est Polygon avec le layer... Exactement. Que tu avais, voilà, tu as Superchain, Hyperchain, Polygon, Layer, etc. Ouais. Bah, l'idée, c'est que justement, les liquidités, elles ne soient pas fragmentées. Tu as un layer de liquidité et en fait, chaque genre roll-up puisse taper dedans, quoi. Tu disais il manque Ethereum dans la liste. Non, il est là, Ethereum. Regarde, il est là. Et tu as certains clients de validateurs sur Ethereum qui utilisent RETH. Si vous allez sur mais du coup, niveau performance, on fait fois combien? Alors, c'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs bottlenecks. Mais comme RETH permet la parallélisation, je pense qu'on peut déjà très facilement multiplier par 5 la capacité de transaction. Du coup, en soi... est-ce que les monades et les méga ETH, etc. ont toujours autant d'intérêt si genre t'as un truc qui est aussi fort Très bonne question. Alors moi, je t'avoue que j'aime pas le faire le mec aigri parce que des fois, j'ai pas toutes les infos entre les mains, mais j'avoue que Monade, je suis en mode plus on avance et plus en fait Monade, pourquoi aller sur un alt layer 1 alors que tu vas avoir des layer 2 qui vont tous utiliser ça. Du coup, méga ETH c'est un L2 et Monade c'est genre un L1 EVM. Alternatif. Ouais, c'est un L1 EVM. Et méga ETH utilise RETH. Hein. Ok. Donc, ils profitent de cette tech, du coup. Mais j'avoue que Monade, quel avenir pour Monade? Parce que en soi, genre, tu vois que tous les alt layer 1, genre, ça bide. Ouais. Et même, genre, sur ton L2, c'est difficile de ramener des gens, tu vois. Enfin, je pense qu'on l'a vu avec zkSync, on l'a vu avec Starknet, on a vu tous ces trucs comme ça se lancer. Et derrière, il faut ramener des gens, quoi. Donc... Bah, en fait, c'est simple. Monade, en fait, ils ont fait un RETH avant RETH d'une certaine façon. Ils ont bossé sur un espèce de client d'exécution. Ils sont aussi financés par Paradigm. Ouais, donc peut-être même que la tech de Monade, c'est une tech forkée de RETH, je sais pas, tu vois. Mais là, en l'occurrence, cette tech, elle aura la parallélisation. D'ailleurs, elle est inspirée de la parallélisation qui a été créée par Aptos. Et elle va décupler les performances à de nombreux niveaux. Donc je pense que, tu vois, typiquement, tu parlais de multiplicateur. Ta question, elle est bonne. On fait fois combien? Bah là, on peut voir que dans ce tableau, on a... Base qui est affiché à 5 mégagas, mais dans les faits, on est à 10, tu vois. Et le titre, c'est 1 gigagas seconde. Donc la théorie, c'est qu'on fait x100 en termes de scaling. Okay. Après, ça, c'était 24 avril, donc ça date un petit peu. Peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué depuis. Alors, je peux te répondre, c'est que là, dans l'état actuel de RETH, on fait entre 100 et 200 mégagas seconde de stable. En gros, quand tu dis x100, c'est-à-dire que les validateurs, ils seraient capables de valider 100 fois plus de transactions. Ouais, par seconde, c'est ça. C'est que tu vois, OPBNB... Parce que RETH, c'est genre un client pour les validateurs. Donc, c'est en gros ceux qui run la chain. C'est un client d'exécution. C'est ça, ouais, okay. C'est ça, parce qu'il y a deux types de clients sur Ethereum. Tu as le client de consensus et le client d'exécution. La partie exécution, ça va être toute la partie transactionnelle. Et donc, OpenBNB, c'est quoi? C'est probablement Binance qui a mis un budget de fou malade pour faire un séquenceur de port qui permet d'avoir le top performance. Donc, je m'attends à ce que tu aies un processeur 128 cœurs avec peut-être un demi-téra de RAM, avec du coup tout l'état de la blockchain qui tourne sur la RAM, enfin un truc de port, tu vois. Mais tu peux difficilement dépasser, apparemment dans les benchmarks en l'état, 100 à 200 mégagas seconde. Et tu vois, Base, ils ont joué la sécurité. Au début, ils étaient à 5, ils sont montés à 10. Mais ça ne m'étonne pas que Base est capable très rapidement de monter à 20, 50, etc. Donc du coup,
C'est juste que Base, déjà, je pense qu'ils ont limité leur capacité de gaz par seconde. Et secondo, comme on l'avait vu juste avant, c'est un peu technique, hein, j'espère que tout le monde arrive à suivre. Faut pas oublier que dans l'état actuel d'Ethereum, de toute façon, il n'y a pas la place pour faire bien plus de 400 transactions par seconde cumulées avec les différents roll-ups. Pas qu'il n'y ait pas la demande, c'est que en fait Ethereum n'a pas la place. Ou alors il faudrait que Base et compagnie viennent utiliser des Celestia, des Gundia, du Avail pour la partie de data. Ce que tu veux dire, c'est que tu es obligé d'utiliser des services de data availability dans le cas où tu as 1000 roll-ups sur Ether, quoi. Si ces roll-up commencent à faire beaucoup de transactions par seconde, exactement. Okay. Mais que Ether, dans le futur, va se mettre à jour pour pouvoir accueillir encore plus d'espace pour les blobs, tu sais, les données éphémères qui sont envoyées par les roll-up, et que du coup, à horizon 2025, Ether sera capable de beaucoup plus. Mais du coup, s'il y a beaucoup plus de place, ça veut dire que ça va coûter encore beaucoup moins cher, non? Ça va coûter encore beaucoup moins cher, exactement. Mais on restera toujours à quelques milliers de transactions par seconde si on stocke toute la data availability sur Ethereum. D'où l'intérêt d'un Celestia, d'avoir des alternatives, Gundia ou Solana. Mais du coup, ça en fait pas Monad. un vrai roll-up, c'est ça que tu veux dire? Si, c'est ça. C'est que ceux qui font le choix d'aller stocker ailleurs d'Ether, ce sera plus des roll-ups, ce sera des Validium, etc., etc. Donc c'est ça l'avenir, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets comme Celestia et Gundia, etc., ils ont été avant-gardistes sur les limitations d'Ethereum. Donc le pari quand tu investis sur du Celestia, du Gundia, etc., c'est parier sur le fait qu'Ethereum va les faire, ces 1000 transactions par seconde, et que les roll-ups seraient capables de beaucoup plus, mais qu'il n'y aura pas la place pour. Voilà. Et Solana est dans le futur, je suis d'accord. Pour moi, Solana est bien. Mais ouais, bah bien du meilleur. coup, en fait, si Solana arrive à mieux se décentraliser, genre au moins un peu Et mieux plus, scaler. et avoir encore plus de dApps qui sont vraiment intéressantes, etc. Et Firedancer, parce que je prends un peu Firedancer pour acquis, quoi. Tu peux. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment big, quoi. Alors comment ça va se passer? Ça aussi je vais l'expliquer bien dans une vidéo et tout. Là on a le Solana avec le client Agave et le client Jito, qui sont les clients officiels à pas grand chose près. Il va y avoir le Solana Breakpoint mi-septembre, on y sera d'ailleurs, on vous fera la couverture. Ensuite, progressivement, on va commencer à intégrer des composants de Firedancer dans le client actuel de Solana. En fait, si tu veux, on va mélanger certains bouts de code du client actuel de Solana, certains bouts de code du client Firedancer, pour faire un client un peu Frankenstein qui s'appelle du coup Frankendancer. Et ça va arriver sous peu là. Je pense qu'en octobre, on va commencer à avoir plus rapidement que prévu, mais avec moins de choses, je suppose. Mais avec moins de performance, moins d'optimisation, c'est ça. Et le vrai Firedancer promis, on le verra en 2025, mais clairement pas tout de suite. C'est-à-dire que quand on vous dit 10 000 transactions secondes, 50 000, etc., on va y aller progressivement. En fait, ce qui va se passer, c'est que Solana, on va voir des nouveaux clients arriver, on va voir Frankendancer, on va voir Zig, on va voir Firedancer, etc. Et Solana va mettre à jour ses règles au niveau de son code pour dire on aura le droit d'exécuter plus de gaz, enfin plus de compute unit sur Solana. Mais ça va se faire à coup de x1,5, x2 petit à petit. Ça va pas faire un gros x10 d'un coup. En soi, Solana, s'ils arrivent à un peu plus se décentraliser et genre, je sais pas, pouvoir atteindre 10 000 transactions par seconde et avoir toute la liquidité sur le même layer, toutes les dApps, etc. pour attirer autre bas en fait. Bah, du coup, le seul avantage d'Ethereum, ce sera son histoire, son effet de réseau. Mais sur le plan, je parle purement technique, Solana sera meilleur, à mon sens, hein, à mon humble avis. Un peu plus centralisé, mais dans les faits, beaucoup plus utilisable, quoi. Ça, c'est la réalité. Maintenant... En fait, ça dit si. Bah, après, en vrai, Solana, ils ont fait quand même pas mal de progrès depuis le temps. Et Firedancer, si ça devient... Enfin, avec Frankenstein Dancer ou Frankendancer, je sais pas quoi. Frankendancer, ouais. Frankendancer. Tu peux dire Frankenstein. Ça peut être vraiment... Ouais. Bah en tout cas, les potes, si, actuellement, Solana, en enlevant les transactions liées au vote, on est à 700 transactions par seconde. C'est genre 2 fois plus que ce qui se fait sur l'écosystème Ethereum avec tous les L2. C'est 2 fois plus que Ethereum, L2 compris. C'est n'importe quoi. Et c'est un fragmentation de liquidité. Ça, c'est la réalité. Vous voulez, vous voulez pas, c'est pas grave. C'est la réalité. Hein. Donc moi, après, je suis pas payé par la fondation. J'ai même pas de Solana en ce moment, tu vois. Mais ouais. Donc, pour moi, en termes de pur scaling, Solana aura toujours un train d'avance sur Ether dans les 2 à 3 prochaines années. Large de chez large. Et du coup, Monad sera potentiellement aussi une alternative EVM qui va être meilleure parce que Monad annonce du 10 000 transactions secondes alors que même Ether
proto sharding, on n'aura pas autant, avec les problématiques de fragmentation de liquidité, etc. Donc il y a quand même de la place pour du Solana, pour du Monad, pour des rollups type MegaETH, etc. Les gars, quand vous aurez l'interview d'Anatoly et de Vitalik, vous allez vous régaler. Hein. Vous allez vous régaler, ça va cook. Mais tu vois, je me dis, une interview avec Vitalik, je pense la faire avec toi serait vraiment bien. Ouais, bah moi, ça me va. Hein. Ça me va. On croise les doigts, les gars. Voilà, du coup, après, bon, ça c'est moins intéressant, c'est plus technique. Je me suis amusé à regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des avancées, au niveau du consensus, sachant que Solana a son propre consensus qui s'appelle Tower BFT, qui est un consensus maison. Les équipes de Facebook à l'époque sur le projet Libradium, ils ont créé le consensus Hot Stuff, et après les projets Sui et Aptos se sont basés sur les travaux de Hot Stuff pour créer leur propre consensus. Par exemple, Aptos, ils ont amélioré le consensus Hot Stuff pour créer le consensus Jolteon, qui permet en fait d'avoir une finalité extrêmement rapide. C'est pour ça qu'on a des block time aussi bas, des finalités aussi basses, c'est des travaux qui ont été faits au niveau du consensus. Et je pense que le consensus Aptos BFT, ou Jolteon, va être repris par de nombreux Layer 1 qui vont se lancer. Donc ce sera plus trop Thundermint, enfin maintenant ça s'appelle Comet BFT sur Cosmos. Je pense que ça va plutôt aller taper dans les travaux d'Aptos ou alors dans les travaux de Solana. Et pour terminer, parce que ça fait pas mal de temps que je suis sur la partie fonda, actualité et tout, on a également, donc on a MegaETH qui est de l'EVM, on a Mouvement dont on a parlé beaucoup qui est un écosystème de Layer 2 sur Move. Dans lequel on a investi, pour être clair. Dans lequel on a... Oui, pour Mouvement, oui, on a investi. Et MegaETH, on pensait avoir investi, mais on s'est fait avoir. On n'est pas investi. On est remboursé. C'est ça. Donc nous ne sommes plus investisseurs en MegaETH, mais ça change rien à notre vie. Si on peut rentrer, on va rentrer. Il n'y a pas de souci, les copains. Et je voulais vous parler de Soon, du coup. Soon qui a été lancé très récemment. Soon, c'est un écosystème de Layer 2 avec la machine virtuelle de Solana, comme Eclipse, mais qui est en surcouche des gun layers, comme MegaETH. Donc en fait, long story short, Soon, c'est un peu un MegaETH qui nous attend, mais sauce machine virtuelle Solana. Voilà. Mais en fait, c'est juste que les gens sont amoureux d'Ethereum et ils veulent tout prendre de ce qu'il y a sur Solana qui est intéressant pour le mettre sur Ethereum, mais est-ce que ça a un intérêt à la fin ? Quand tu peux tout faire sur Solana ? Eh bah, nous verrons. Non, mais tu vois, en vrai, c'est ça la question. C'est au bout d'un moment, si tu prends genre tout ce qu'il y a sur Solana, genre pourquoi tu fais pas juste Solana ? Genre quel est l'intérêt, tu vois, d'avoir un truc comme ça ? Je suppose que... Attends, du coup, c'est... Alors, je vais te répondre, effectivement. Ouais. Je vais te répondre, c'est que Solana reste quand même une blockchain all-in-one. C'est-à-dire que Solana fait de la data availability, le séquençage, le consensus, etc. Alors que Soon laisse la sécurité économique et le consensus à Ethereum et les gun layers. Soon est uniquement sur l'exécution des transactions. C'est pour ça que j'aime le mettre en face de MegaETH. C'est-à-dire que Soon, en utilisant les travaux qui ont été faits sur Solana, sur le client Agave avant et bientôt le client Firedancer, sera techniquement plus performant que Solana officiel. Parce qu'on reprend les capacités de Solana en enlevant toute la partie consensus. D'où le 600 000 transactions par seconde. Ça, le 600 000 transactions par seconde, ce sera en se basant sur les travaux de Firedancer. Donc du coup, on va avoir cette petite guéguerre entre ceux qui veulent de l'EVM, c'est méga... Soon sera un L2, même un écosystème de L2, de ce que je comprends. Tout comme MegaETH sera un écosystème de L2 basé sur l'infrastructure de MegaETH. Donc pour de l'EVM, performance maximale, c'est MegaETH. Pour de la machine virtuelle Solana performance maximale, c'est Soon. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et je pense qu'on est pas mal sur la partie actualité et qu'on va pouvoir écouter la partie analyse technique. Je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit tu as t'es seul. Bah en fait, seul, Solana, j'ai rotate en Ether il y a un bon moment, j'en avais déjà parlé pas mal de fois. Et ensuite, j'ai rotate de Ether à BTC, sachant que j'ai fait une perte évidemment sur Ether, le marché à dump. Et du coup, maintenant, je vais aviser. Alors attends, je vais partager mon écran. Il n'y a plus de trilemme de la blockchain sur Solana, il y a forcément des gros compromis. Le compromis, il est sur la décentralisation, dans le sens où déjà, l'intégralité de la blockchain Solana, elle pèse plus de 20 Tera, je crois. Alors que sur Ether, tu peux avoir à peu près toutes les données d'Ether en 2 ou 3 Tera de mémoire. Et la deuxième chose, c'est que pour faire fonctionner un validateur sur Solana, il faut du matériel beaucoup plus performant. Alors que sur Ethereum, le coût matériel est beaucoup plus bas. Mais par contre, il faut beaucoup d'Ether pour monter un validateur. Mais il n'y a pas un gros écart au niveau du trilemme de la blockchain, à mon humble avis. Du coup, pour passer sur la section technique, je vais commencer par BTC. Du coup, sur BTC, concrètement, on a clôturé le mois au-dessus du support mensuel dont je vous parlais. On t'entend si jamais. Ouais. Du coup, concrètement, on a clôturé au-dessus. Je pense que c'est quand même une note plutôt positive.
En fait, là où c'est un peu plus fin et nuancé, c'est que en fait, on n'a pas forcément les mêmes biais sur toutes les timeframes. Mais si on dézoome strictement, on voit que du côté de, du côté de BTC, on a clôturé au-dessus de ce niveau mensuel qui est assez significatif, en ayant chassé quasiment 2 précédentes clôtures en termes de lot, et en ayant retesté les 38% de retracement de toute la hausse, donc en partant du bottom jusqu'au top. Donc en soi, rien de très stressant d'une certaine manière. Si on dézoome littéralement, un retest des 38% de retracement de la hausse depuis le bottom, c'est quelque chose qui est assez sain. Dans une tendance forte, on a tendance à tenir les 38% pour derrière repartir plus haut et faire de nouveaux sommets. Donc voilà, donc ça c'est rien d'alarmant. Par contre, quand on zoome, donc je vous ai mis le niveau bleu ici qui est le niveau mensuel, quand on zoome, en fait, on voit que, bien en soi, techniquement, on a un peu perdu, on a perdu des niveaux qui étaient assez intéressants, notamment ici l'ancienne borne basse du range dans lequel on était. On avait fait une déviation, on avait réintégré le niveau, ensuite on avait dump, on avait fait ce dump de l'enfer, et ensuite on a retesté 2 fois cette borne ici, basse, en tant que résistance, pour derrière essayer de la récupérer. Donc c'est ce qu'on a vu, en fait, on a fait une belle clôture au-dessus, et là on est sur le point de reclôture en dessous. Donc en fait, à la fois en mensuel, il n'y a rien de très alarmant dans le sens où c'est un retracement qui est sain, qui est normal. Mais à la fois, en fait, en weekly, ce qu'on voit, c'est que en fait, on n'arrive toujours pas à récupérer un niveau clé weekly et qu'on continue dans une optique baissière avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, bullish en monthly, en weekly, franchement, pour l'instant, on est en train de faire une bougie qui avale la précédente plus ou moins. Enfin, on n'a pas méché au-dessus, mais globalement, on va probablement clôturer là où on avait ouvert la semaine dernière. Donc c'est vraiment pas top. Et après, par contre, le daily, c'est autre chose parce qu'en fait, quand on zoome, on se rend compte que en fait, on fait des choses intéressantes. Alors, je voulais vous remontrer un petit peu ce que j'ai montré tout à l'heure sur Twitter, mais techniquement, en fait, à un peu plus court terme, on va dire, on se retrouve dans une énième consolidation. C'est-à-dire que là où, en fait, comme je vous l'expliquais, on résistait sous la bande basse du range et on retestait celle-ci en tant que résistance, en weekly, globalement, ça correspondait au fait que on clôturait sous cette résistance ici. Donc, on a vraiment bien consolidé ici, pour derrière casser par le haut. Donc là, à ce moment-là, personnellement, j'étais assez positif sur le marché. Et sincèrement, je me suis dit, j'ai du mal à croire qu'on fasse encore un sommet plus haut que le précédent, un sommet plus bas que le précédent et que voilà, ce soit encore une fois quelque chose qui se fasse rejeter immédiatement. Pour autant, c'est exactement ce qu'on a fait. Et si on regarde factuellement, le précédent support ici qu'on avait, on l'a parfaitement retesté en tant que résistance ici, pour derrière réintégrer cette consolidation à un peu plus court terme. Donc concrètement, c'est vraiment le chop ultime, c'est-à-dire qu'en mensuel, ça fait 6 mois que tu consolides. En weekly, tu ravales la précédente bougie haussière qui était vraiment sympa. Et si tu zoomes encore plus dedans, tu vois qu'en 4 heures ou même en daily, ouais, on est à nouveau en train de range. Donc c'est juste infini. Par contre, quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que pour le coup, on a testé la bande basse de ce range en 4 heures en daily. Et que en fait, on avait pas mal de lots à chasser. C'est-à-dire qu'ici, on a accumulé 1, 2, 3, pas mal de lots ici qui demandaient qu'à être chassés sans pour autant clôturer ou passer sous ce lot-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, techniquement, quand je regarde si je me dis que le lot est in, ce qui n'est pas une garantie, mais si je me dis ça, je me dis il y a 2 mondes où il y a 2 localisations qui peuvent être assez intéressantes. Il y a le monde où on préserve ce lot et on va pas le prendre. Et à ce moment-là, on cherchait la localisation la plus intéressante proche de ce lot pour le défendre. Et à ce moment-là, c'était ici, notamment après avoir chassé ces lots. Donc c'est exactement ce qu'on a fait et on a eu une belle réaction pour le moment. Donc c'était soit ici pour rebondir, soit à ce moment-là un peu plus bas pour tester à la fois ce niveau ici et chasser ce lot ici et probablement ces lots. Donc potentiellement on peut avoir un peu d'espoir, mais pour l'instant ça manque vraiment de vitamines. Je crois que d'ailleurs sur Twitter, voilà, j'avais alors c'est pas ça que je voulais montrer, mais sur Twitter je vous avais montré des choses assez intéressantes, notamment qu'est-ce qui me permettrait d'être un peu plus bull sur BTC et sur le reste du marché. Je pense que sur BTC, un premier signal qui serait positif, c'est de clôturer au-dessus de ce niveau-là, qui était la précédente borne basse du range, zone sous laquelle on a clôturé ici, zone qu'on a débordée, qu'on a retestée en tant que support, et zone qu'on a réintégrée derrière, retestant à nouveau ce niveau, mais cette fois-ci en tant que résistance. Donc techniquement, c'est plutôt clean. Si on regarde en 3 jours, on voit qu'à chaque fois, on se démène. C'est vraiment un niveau pivot qui est très très clair.
Et là, le fait qu'on repasse en dessous et qu'on le reteste instantanément comme résistance, c'est pas ouf. Mais voilà, je pense qu'il y a un monde où ce lot tient au moins temporairement et nous permettrait peut-être de rebondir. Et donc moi, un premier signal positif, ce serait qu'on casse des résistances. En fait, le problème, c'est que c'est trop difficile d'être bull, genre si jamais on déborde ce high, parce que en fait, si t'es bull, si on déborde ce high et que voilà, t'as peut-être davantage de confirmation, mais en fait, ton risk-reward, d'un point de vue purement trading, il est pourri, en fait. C'est ça la réalité. C'est que, en fait, si tu veux un bon risk-reward, tu vas être obligé d'être un peu dans l'anticipation ou d'avoir un dip auquel tu t'y attendais pas nécessairement. Donc, je pense que ce serait une bonne étape de récupérer ce niveau-là. Mais pour l'instant, en weekly, c'est une structure baissière, hein, des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas. En daily, on est dans une consolidation. On a réintégré un range dans lequel on avait passé pas mal de temps, donc rien de très excitant. En soi, techniquement, le plus excitant, c'est vraiment le mensuel, hein, le mensuel qui est vraiment strong. Et je pense que si on commence à avoir trop d'acceptation ici, qu'on perd ce niveau mensuel, ce serait vraiment assez flippant. Donc moi, de mon côté, et juste d'un point de vue portfolio, je fais pas grand-chose. Comme je l'expliquais actuellement, je suis à 100% en Bitcoin, quasiment 100%. Et mon objectif, c'est justement de trader ces BTC, donc de trader en collatéral BTC pour reprendre plus d'exposition quand ce sera le bon moment à mes yeux. Notamment quand on aura les signes de force dont je vous ai parlé sur BTC. Mais mon objectif, c'est de pour l'instant rester en BTC dans l'incertitude et d'utiliser ce collatéral BTC pour trader et en gagner encore plus. Mais je suis plus du tout dans du low time frame. Enfin là vraiment c'est le chop ultime et j'ai pas envie de perdre du capital qui est à mes yeux précieux comme j'expliquais auparavant. Et du coup là je suis vraiment en swing. C'est-à-dire que vraiment l'objectif ici ça va être de prendre la prochaine grosse hausse ou la prochaine grosse baisse, mais de plus jouer des moves vraiment à court terme parce que là c'est vraiment effrayant quoi. Ça fait 6 mois qu'on consolide, il se passe pas grand chose donc voilà, personnellement je m'abstiens de trader relativement. Du côté d'Ethereum, beaucoup plus faible que BTC actuellement. Je pense qu'on peut le voir directement sur la paire Ether contre BTC. Pour autant, en même temps, je me dis, on a un spot qui est assez sympa, zone de rechargement long terme en weekly ici, donc la zone bleue, plus un niveau mensuel en vert ici qui est assez important sur le ratio. C'est là où on a trouvé de la résistance par le passé, de la résistance, et lorsqu'on a cassé cette zone, c'est le moment où on a eu justement ce run, tout simplement. Je pense qu'en mensuel, ça parle à pas mal de gens. Donc en soi, techniquement, c'est pas une mauvaise localisation pour reprendre de l'exposition à Ether, notamment en paire BTC. Mais la question, c'est est-ce que vous voulez anticiper quoi ? Et du coup, dans ce sens-là, pour l'instant, je suis pas reparti en Ether, mais je me dis que si jamais je commence à avoir un setup qui est vraiment... En fait, c'est trop compliqué, sincèrement, les gars. C'est vraiment compliqué dans le sens où en fait, tu as une entrée potentiellement moyen-long terme assez intéressante sur la paire ETH-BTC, mais en même temps, c'est de l'anticipation et pour l'instant, c'est genre juste un Ether qui fait que bleed, donc qui fait que signer VS-BTC et qui fait que baisser. En même temps, on est sur un setup qui est assez intéressant et sur une location qui est assez intéressante et je me pose la question de si jamais on a des signes de force, etc., est-ce que ce sera pas trop tard? Est-ce que le risk-reward sera toujours intéressant? Enfin, c'est extrêmement compliqué de se positionner sur l'écosystème en ce moment, mais en tout cas, voilà, factuellement, Ether contre BTC, pour l'instant, c'est faible, mais on a une zone qui est très intéressante. Et d'un point de vue paire dollar, en fait, pour moi, on a une zone qui est aussi intéressante dans le sens où si on croit dans le fait que le lot est potentiellement in, ce qui n'est pas forcément quelque chose à prendre comme argent comptant, concrètement, on est en train de retester ici, on avait une consolidation avec une déviation, mais globalement, on est en train de retester ce niveau weekly. Et j'avais vraiment envie qu'en weekly, on clôture au-dessus de ce niveau-là. Parce que concrètement, j'en ai parlé sur Twitter, on avait pas mal de lots ici qui s'accumulaient, donc qui étaient intéressants à chasser. Donc on les a chassés, et derrière, c'était une opportunité pour retester ce niveau en weekly et le tenir, en fait. Donc pour tenir une clôture au-dessus, et derrière, peut-être reprendre ici, en fait. Donc en fait, la localisation sur Ether, elle est pas dégueu. C'est juste qu'en fait, si tu veux un bon risk-reward, a priori, il te faut une invalidation qui est pas trop proche. Et du coup, soit tu descends en UT, soit tu es dans l'anticipation en soi. Donc pas évident, mais voilà, j'ai vraiment envie de reprendre de l'exposition à Ether, mais pour l'instant, je me retiens. Mais j'avoue que en soi, chasse de l'eau, potentiellement un petit W ici, bon, on n'y est pas, hein. Mais ça commence à être attrayant. Ce que je disais sur Twitter, par contre, qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a laissé des lots, en fait, ici. Hein. C'est-à-dire que si derrière, on avait méché et qu'on avait récupéré le niveau en weekly, c'est beaucoup plus intéressant. Mais là, en fait, on laisse tous ces lots qui sont pas chassés et ça m'embête encore un peu. Donc, avis un peu mitigé, mais overall, en
En mensuel, ça va. C'est quand même mieux sur BTC, quoi. Ça fait une plus grande mèche, ça monte un peu plus de force, mais je pense pas il faille non plus cracher et jeter Ether. Je pense qu'il y a encore des choses assez intéressantes à nous donner. Et du coup, pour ce qui était des niveaux intéressants qui nous permettraient d'avoir un signe de force d'une certaine manière, un peu comme ce que je vous montrais sur BTC, soit vous êtes assez conservateur et du coup, à ce moment-là, vous allez attendre le fait qu'on récupère les 2800$ en weekly. Donc, cette grosse zone qui nous a servi de support assez longtemps, qui a été plus ou moins retestée en tant que résistance ici. Donc potentiellement la récupérer en tant que support, ce qui nous marquerait une sorte de structure en W, donc structure de retournement en weekly idéalement, pour derrière récupérer un niveau mensuel, voire un niveau weekly en tant que support. Ça serait vraiment un très 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 bon signal. Mais le problème de ça, c'est que si vous rentrez ici, où est-ce que vous mettez votre invalidation? Est-ce que c'est le moment où on repasse sous ce niveau-là? Donc si on commence à reclôturer sous les 2800, est-ce que vous le mettez sous le lot et vous targetez bien plus haut? Donc ça rend les choses compliquées. Donc ça, c'est un peu le signe tardif, mais pour moi, vraiment, ce serait un premier gros signe de force, le fait qu'on récupère les 2800 sur Ether. Et sinon, si on veut être un peu plus ballsy, il y a si on récupère ce niveau ici en tant que support. Donc ce niveau sur lequel on a trouvé de la résistance à multiples reprises ici, et à nouveau en tant que support. Et ici, on reteste à nouveau en tant que résistance. Donc si on commence à récupérer ce niveau ici en tant que support et qu'on a... Ça m'embête par contre, Lilo. Vraiment, ça m'embête. Hein. Mais qu'on a un signe de force sur BTC... Ça peut être assez intéressant parce que ton invalidation peut ne pas être très loin et tu peux peut-être anticiper le fait qu'on aille rechercher les 2800$, qui est un signal qui est assez significatif mais qui est plus haut. Donc c'est tout un jeu d'anticipation et de gestion de ton risque pour éviter de t'exposer au pire. Donc voilà, pour l'instant moi je suis resté sur BTC. Du côté de Solana, sur Solana, on est toujours dans cette grosse consolidation entre les $120 et les $190. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on ait une réaction acheteuse après avoir chassé ces lots, parce qu'on avait quelques lots ici à chasser, surtout ceux-là. Donc, si on pouvait récupérer ici ce gros niveau de support, ce serait vraiment pas mal, ce qui nous permettrait d'ailleurs d'avoir une invalidation qui est moins loin que celle-ci et d'anticiper potentiellement le fait qu'on casse par le haut. Le problème, c'est qu'il y a encore pas mal d'incertitudes sur BTC, pas de signe de force, même sur Ether, et ce qui m'embête encore plus en fait sur Solana, c'est que si on dézoome un peu, concrètement, ce niveau de support, ça fait un bon moment qu'on le reteste. Alors vous me direz que en fait on peut faire le même argument pour BTC, en vrai je suis d'accord. C'est juste que voilà, il me faut un setup avec une organisation qui est pas trop proche et surtout j'ai du mal à me dire je vais prendre énormément d'exposition sur Solana maintenant parce que si jamais on pète ce niveau ici en vert, on s'expose à un retracement qui est bien plus profond. Donc moi, ce que je chercherais à la limite, c'est si j'ai un setup bull ici assez sympa, ce serait cool. Mais idéalement, ce niveau vert, j'ai pas envie de le voir retester parce qu'il a été testé tellement de fois que voilà, j'aimerais éviter. Donc idéalement, trouver un setup long au-dessus de ce niveau vert avec une invalidation pas trop longue qui nous permette d'anticiper. Sinon, comme j'expliquais sur Twitter, attendre un signe de force sur BTC ou sinon attendre tout simplement une cassure de la consolidation par le haut en fait. Parce que, en soi, tu es sur une consultation qui dure depuis mars, et tu te dis que si elle casse de manière puissante dans un sens, ça risque de donner une belle variation de prix, et surtout potentiellement une tendance qui va durer un certain temps. Et du coup, je me dis, en vrai que tu rentres là ou tu rentres là, si derrière tu captures, je sais pas ça, je trace n'importe comment, mais vous avez l'idée, ça change pas non plus énormément, sachant qu'ici tu as beaucoup plus de confirmation. Donc tout est une question de nuance, et c'est pour ça que, par exemple, vous pouvez sizer différemment. C'est-à-dire si jamais vous avez un setup long ici, pourquoi pas, mais peut-être pas avec la même size que si jamais on casse la consolidation par le haut ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas, moi j'arrive pas à croire que sur BTC on a un top, dans le sens où vraiment on a chassé énormément de lots, donc on a vraiment fait une purge qui est assez phénoménale. D'ailleurs, si on regarde, je peux pas vous le montrer, mais si on regarde sur Velodata d'un point de vue open interest, avec cette chute ici, on a sorti énormément de gens du train, donc c'est exactement ce qu'on cherche. On a des fundings qui deviennent de plus en plus négatifs, et surtout on a tous ces highs, je vais le répéter un milliard de fois, mais le fait qu'on ait tous ces highs plus ces highs, alors qu'en plus de ça, on chasse les lots même en interne, etc. Pour moi, ça ressemble pas à un top. Après, voilà, en weekly, ça tire la gueule. Un truc qui me rend peut-être un peu moins optimiste, c'est le fait que en fait, le S&P part en ligne droite et juste en fait, on a fait une sorte de V-bottom. Enfin, en tout cas, on est vraiment reparti de plus belle instantanément. Donc, on a un S&P qui est proche de ses plus hauts. Donc, genre long ici maintenant, être ultra bullish maintenant, c'est surtout quand la chart elle ressemble à ça. Bon, pourquoi pas, mais
voilà, si tu as une baisse des taux, etc., est-ce que le marché sera capable de l'endurer? Je sais pas. Et de même, en fait, être bullish sur le S&P, pourquoi pas, mais quand tu as un dollar en fait qui est en bas de consolidation comme ça et qui vient de chasser ce lot, pareil, genre historiquement, quand le dollar a tendance à pump, les cryptos, notamment BTC, ont tendance à dump en fait. Tu veux shorter l'économie américaine Non, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en soi, si tu as un S&P qui a de la force, mais qui est pas non plus sur les plus hauts, et que tu as un dollar qui est sur la borne haute de son range, et que tu as un setup long sur BTC, pourquoi pas? Parce qu'à ce moment-là, tu peux te dire que c'est possible que le dollar dump, il y a pas mal d'upside sur le S&P, et tu peux te dire qu'avec toutes ces confluences, ces corrélations, etc., ça donne peut-être une meilleure espérance de gain sur ton long BTC. Mais là, on est littéralement dans le scénario opposé, c'est-à-dire que, genre, graphiquement, BTC, tu as envie d'être bullish en mensuel, etc., même en daily et tout, pourquoi pas sur un setup, mais quand tu as un dollar ici qui a retesté une location assez intéressante, qui peut pump, et du coup en S&P qui est sur ses all-time high où tu peux avoir de la prise de profit, c'est un peu compliqué. Donc franchement, ce marché, il est vraiment, je vais pas vous mentir, il est vraiment difficile, parce que le chop est interminable, et surtout que tu as des signaux qui vont un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que si tu regardes la macro, tu as des signaux qui sont pas tous 100% bullish. Si tu regardes sur plusieurs time frames sur BTC, t'as pas forcément les mêmes biais. En soi, c'est très compliqué. Donc vraiment, moi, sur la partie trading, là, j'ai abandonné complètement jusqu'à ce que j'ai de signes de force sur BTC ou que j'ai vraiment un setup short de fou malade. Mais actuellement, moi, je cherche pas de short. Mais vraiment, c'est... Voilà. Enfin, de manière transparente, et c'est aussi pour ça que je faisais moins de vidéos. On a tellement de signes... Enfin, déjà, le prix, il chope à l'infini et il se passe pas grand-chose. Et puis derrière, on a des signaux qui vont un peu dans tous les sens sur un même actif, juste avec des time frames différentes, ou même d'un point de vue macro, on n'a pas... Tu vois. Donc, sincèrement, c'est pas évident. Je te coupe 2 secondes avant que tu enchaînes. Vas-y. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu vois, dans les cycles précédents, on aimait quand Bitcoin y rangeait, parce que généralement, en Bitcoin qui range, ça laisse de l'espace pour aller prendre des risques sur les altcoins. Sauf que sur ce cycle, c'est totalement différent. C'est ça, en fait. D'habitude, quand tu as un BTC qui range, c'est une opportunité pour Ethereum de surperformer et derrière d'avoir tout le marché des altcoins qui suit. Sauf que, en fait, cette fois-ci, c'est pas du tout comme ça. Et voilà, après, on est... Voilà, je sais pas si on est tôt dans le cycle ou quoi, mais voilà. En tout cas, on nous a pas donné ce à quoi on s'attendait. C'est ça, c'est bien résumé. Et après, moi, j'en ai fait un tweet sur X pour parler de Doge, mais je me posais la question de est-ce que Doge n'est pas finito en fait. Mais genre pas finito pour ce cycle, mais peut-être finito pour plusieurs cycles en fait. Parce que d'un point de vue purement force en dollars, bon voilà, historiquement c'est quand même une tendance haussière à long terme et tout, hein. Mais bon, on a eu quand même énormément de ferveur autour des meme coins. Le Dogecoin n'en a pas du tout profité. On a fait une structure de retournement mensuel ici avec un énorme W et des énormes W ici en weekly. Au final, on réintègre sous la neckline. On est presque sur le point de retester les lows pré-pump ici, voire faire se rapprocher des lows de ce cycle. Et on a un pump fund qui crée 10 millions de shitcoins tous les jours, quoi. Donc en vrai, c'est pour ça que je me demande si Doge, c'est pas finito. Et j'ai vu qu'il y avait des... Enfin, c'est compliqué, tu vois, de se prononcer sur ça. Mais en tout cas, moi, j'en ai plus du tout. Et j'émets de vrais doutes, tu vois. Et j'en parle parce qu'en soi, c'est quand même une grosse capitalisation. Par contre, un truc qui m'a agréablement surpris, c'est Binance. Enfin, c'est le BNB, notamment sur la paire BTC. Où en fait, sur la paire BTC, si tu regardes factuellement, on a été retracé quasiment 78% de la hausse ici. Donc on a été chercher la zone de rechargement long terme, parce qu'ici c'est une zone de rechargement en mensuel. Et derrière on a marqué une structure de retournement, donc un W ici, pour derrière récupérer ce gros niveau de support qu'on avait réutilisé en tant que résistance, à nouveau en tant que support ici. Donc je me dis que tant que en fait on tient au-dessus de la zone verte ici, BNB ça peut faire partie des majors qui arrivent à surperformer BTC et il n'y en a pas énormément. Et fin septembre, CZ devrait sortir de prison. Voilà, je sais pas à quel point, voilà, mais en tout cas, je trouve que BNB est vraiment un coin dont on parle très peu en plus dans le CT. Et juste factuellement, on perd BTC, enfin voilà, Ether c'est ça, on perd BTC. Solana, pas mal de force, mais d'ailleurs, je me dis, Solana, je me demande d'ailleurs si jamais on commence à perdre ce niveau ici en vert en tant que support, si on le casse par le bas, je me demande si le run de Solana est pas terminé. Et d'ailleurs... Et si le prophète des altcoins, c'était pas CZ, c'est le mec qui en rajoute. Et même tu vois, sur Sol contre Ether, on a cette big résistance. Là, on
on essaye de consolider, mais en tout cas, on rejette. Plus un peu de faiblesse sur la paire baissière. Bon, après, ça peut changer extrêmement vite, mais c'est pour ça aussi que je disais que j'étais assez prudent sur Solana, parce que pour moi, il y a un potentiel de retracement qui est assez important. Et quand il y a des consensus qui sont trop forts, je fais attention. C'est juste, tu vois, genre quand je vois tout le monde bull Solana sans aucun doute, et je vois tout le monde bear sur Ether sans aucun doute, je réfléchis. Donc voilà, jusqu'à maintenant, ça n'a pas forcément payé d'être en Ether, hein, qu'on soit très clair. Et ce qui a payé, c'est d'être en Solana, et j'ai été en Solana pendant très longtemps. Mais je trouvais que c'était assez intéressant comme réflexion. Et puis après, sur les autres cryptos, j'avoue que moi, sur Tao, j'attends encore un peu plus de consolidation et surtout un signe de force. Genre typiquement le fait qu'on casse cette résistance, sous laquelle on a consolidé un bon moment, qui nous servait de support ici et qui nous sert de résistance ici. Donc si jamais on commence à breaker, on pourrait matérialiser une double, avoir revisité la reload zone après avoir retracé et après avoir chassé beaucoup de gens. Donc ça m'intéresse pas mal. Et puis sinon, tout le reste, c'est extrêmement faible. Hein. C'est extrêmement faible, sincèrement. Genre pareil, on a pas mal de lots à chasser sur tonne. Par contre, tu vois, genre sur tonne, si on arrive dans cette zone bleue ici, et qu'on a donc entre les 3,5 et les 4,5 $, et qu'on a une structure de retournement, donc un signe de force, tu vois, genre une petite consolidation ou un truc, avec des signes de force, je sais pas, voilà, pourquoi pas. Après, moi, tonne, c'est un pari qui me semble un peu dangereux. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre l'arrestation du CEO de Telegram et la démarche qui peut durer un certain temps et la méga hype qu'on a eu sur Telegram plus le down etc. récemment, je me demande si la narrative Telegram va pas s'essouffler un petit moment, quoi. Donc moi j'avoue que Ton, je suis assez bull. J'en ai pas, mais bon, ok, la chaîne elle a planté machin, mais déjà elle a planté parce qu'il y a de l'usage. En fait, les plantages, c'est bullish. Il y a une grosse base d'utilisateurs. En plus, il y a plein de gens qui vont s'y intéresser, peut-être aussi par c'est bullish sur Solana. Mais quand ça a bugué sur Avalanche, etc., c'est le top, non? Après, Avalanche, c'est vrai que ça traîne à bite. Hein. J'ai pas envie de faire d'Avalanche parce que c'est un beau projet, mais c'est vrai que ça traîne à bite à côté. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, moi je me pose un peu ces questions, mais voilà, moi actuellement je reste surtout en BTC et je cherche des choses qui arrivent à être plus forts que BTC. Donc voilà, pas de grand chose de super intéressant. Je suis désolé si c'est pas hyper alléchant, mais j'essaye vraiment d'être le plus honnête avec vous et voilà. Et les crypto IA, parce que on est toujours dans la bulle IA côté marché tradi. Les crypto IA, j'ai pas regardé les prix. Faites-moi, je trouve ça assez intéressant. On a retesté le précédent ATH ici, plus la reload zone acheteuse, donc 61-70% de retracement de toute la hausse. Donc on a toute l'euphorie à dégager et maintenant c'est des trucs dont on parle très peu. Donc, et puis là on avait un niveau de résistance qui était un niveau de support, puis là qu'on est en train de retester en tant que support. Donc je sais pas, je surveille. Franchement, en fait, j'en parlais, je disais que si on avait une structure de retournement, un truc sympa dans cette reload zone, pourquoi pas. D'ailleurs, j'attendais à partir de là. Et j'ai jamais eu vraiment cette grosse structure de retournement. Et du coup, je me suis jamais sizé dessus. Donc voilà, j'attends. Et puis voilà, je t'avoue que je suis un peu fatigué. J'ai d'autres trucs à faire juste après. Mais, aucun problème. Mais voilà, j'espère que cette partie technique vous aura plu. Et voilà, en tout cas, je sais que c'est pas évident. C'est pas évident pour absolument tout le monde. Je pense pas qu'il y a des gens qui sont devenus extrêmement riches dans cette consolidation. Et voilà, le tout c'est de préparer la suite et surtout de savoir quel type de profil vous êtes. Si vous êtes investisseur, il n'y a même pas de question de trading. Mais par contre, gestion active, pourquoi pas. Voilà. Yes, et moi de mon côté, je passe juste sur mon écran vite fait. Voilà. Je vous ai sorti une vidéo qui est un condensé de tout ce que vous devez savoir sur le dernier jeu d'Ultra qui s'appelle Ashes of Mankind, anciennement Project Citadel. Soyons très clairs, j'ai testé des trucs au niveau de mon setup, au niveau du montage. J'ai appris plein de trucs en fait au niveau du montage. Donc on est sur un montage qui est nettement supérieur à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc j'aimerais avoir votre avis. Voilà, je vous laisse le lien pour ceux qui nous écoutent sur YouTube en description pour regarder la vidéo. Et on a pas mal de contenus qui vont arriver également sur la chaîne, entre autres rediffusion de l'interview que j'ai faite avec Sam de JDC, rediffusion d'un live que je vous ai fait où je rentre un peu plus dans les détails sur la compréhension du client d'exécution, RETH, RustETH, MegaETH, etc. J'avais laissé un gros trou sur ma chaîne et voilà, je suis en train de tout remettre en place. Donc je vais vous spammer un peu jusqu'à mi-septembre. Puis après mi-septembre, on part à Singapour pour Token 2049, qui est apparemment une très grosse conférence. Toi, Léo, t'en avais fait une à Dubaï. Et puis le Solana Breakpoint. Ouais.
Donc ça va être cool. Et du côté de Coin Academy, bah là pour le coup on s'est bien activé avec la recrue 0x Aigri. Les vidéos vous plaisent malgré un marché qui est baissier. Les vues sont au rendez-vous. On est à 13 500 abonnés. Objectif 15 000 abonnés bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy, ceux qui nous écoutent actuellement. Je vous remets le lien dans les chats. Voilà. Ainsi que ma chaîne. Voilà, je me permets de me faire un petit coup de pub. Ça mange pas de pain de temps en temps aussi, on va pas se mentir. Et j'espère que cette émission vous aura plu. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission avec Léo, donc ça me fait plaisir d'avoir un petit peu daté en plus des fondamentaux. Et voilà, là où c'est dur pour nous avec Léo, c'est qu'on a un média. On est investi à fond dans ce marché, donc on est vraiment skin in the game et voir un marché qui est peu volatile avec une baisse d'intérêt, que ce soit trafic sur le site, réseaux sociaux, YouTube, Twitch, etc. Bon, bah, ça fait toujours un peu mal, mais c'est pas la première fois, on est habitué et nous, on part du principe que ce marché a beaucoup d'avenir, donc on espère que ça devrait le faire dans les semaines et mois qui arrivent quand même. On croise les doigts. Et bah écoutez, merci beaucoup tout le monde, merci Léo, on va se laisser là-dessus, je pense. Ouais. Lien utile en description et puis passez une bonne journée, une bonne soirée, ciao tout le monde. Tchuss les gars.